ils ont mis en place des chambres. Il y avait deux chambres, dont une chambre locale, une chambre de Centrafricains et une chambre de colons. de colons. Mais ces deux chambres ont commencé à fonctionner, ont donné peut-être fait faire les premiers pas à des actions vraiment politiques, hein, jusqu'à intervienne Boganda. Mais ces chambres-là étaient sous l'omnipotence de la chambre de commerce où il y avait vraiment les, les descendants des concessionnaires. Alors, Voilà. on va parler ensuite de Barthélemy Boganda. Évidemment, c'est le père de la nation centrafricaine. Il est très important de rappeler son parcours. Il a été député en France, donc c'est une Il a histoire été d'abord très prêtre. intéressante. Oui, prêtre, évidemment, prêtre. Voilà. Il a été dans des séminaires à Brazzaville, notamment, je crois. Oui. Oui, donc on en parlera tout à l'heure de ce personnage extrêmement intéressant. Mais on va accueillir des auditeurs, priorité aux auditeurs tout de même. On Tout à accueille fait. donc Léa à présent. Bonjour Léa. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, on Bon, alors, t'écoute Léa. je suis très contente, enfin, même, je vais rester vous écouter jusqu'à 19 heures, Merci. qui est mon emploi du temps, parce que c'est vraiment très intéressant. Et donc, en fait, on va continuer je viens de comprendre qu'on va continuer à faire toute l'histoire. Et bon, j'appelais d'abord pour justement vous demander, mais on a le temps du coup et on n'en est pas encore là, quand même. Moi, je veux pas du tout intervenir pour parler à la place des Centrafricains. Par contre, je pense que du coup, ce sera sûrement plutôt vers la fin de l'émission. Je ne voudrais pas que vous partiez sans nous dire ce que vous pensez de l'intervention française dans votre pays. La fameuse intervention Donc, Sangaris. comment? L'intervention Sangaris. Oui, donc C'est comme ça que ça s'appelle. je pense que vous aurez le temps de le D'en faire parler. d'ici 19 heures. Oui, bien Allô sûr, bien sûr. Oui, Ça oui, fait, oui, ça tout fait à partie fait. des. Bon. C'est un des buts de l'émission, c'est de parler de cette intervention, On en mais on parlera. voulait aussi prendre le temps de Prendre les rappeler racines. l'historique, voilà, De montrer poser les racines éléments parce que pour mieux comprendre. si on raconte l'histoire depuis 2012, il nous manque forcément des Oui, siècles et oui, des non, siècles mais d'histoire, voilà. Donc c'est c'est important de replacer le contexte. c'est très intéressant. Merci. En fait, Merci Léa. l'histoire, c'est aussi l'histoire, une grande partie de l'histoire de l'humanité. Ça dépasse la question de la Centrafrique. Finalement, tout ce que vous nous dites, c'est très important. Merci. Bon, juste un commentaire, une question rapide quand même sur... parce que moi, comment dire, je suis plutôt universaliste et non pas au sens du capitalisme, hein. Ça coupe Et un peu donc, Léa, on t'entend pas parfaitement. Comment? Ça coupe un petit peu ton téléphone, je sais pas si c'est dû à une... Ah bon, voilà, d'accord. tu captes mal, mais là ça a l'air d'aller là, ça a l'air d'être pas mal. Bon, donc, concernant enfin, le débat que vous avez eu avec les auditeurs et la question de la place des religions dans tout ça, donc je dépasse, je ne peux absolument pas parler à votre place, mais moi, ce que j'ai compris de l'histoire du monde, mais aussi de l'histoire contemporaine, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, c'est que les religions, enfin, la religion comme le communautarisme d'ailleurs, le problème dans les guerres, c'est que c'est un outil au service des dominants pour diviser les peuples quand ils en Tout à ont fait. besoin. C'est de On l'instrumentalisation. ferait plutôt l'analyse comme ça, Mais tout à fait. Exactement. d'accord? Tout à fait. Donc, voilà, j'ai envie de dire ça aux auditeurs qui vous appelez, parce que si on a besoin de prendre conscience de ça et puis de faire vivre la fraternité, au-delà des frontières et au-delà de tous nos groupes, quoi. Voilà. Oui. Euh, Léa, pour mettre une parenthèse, pour échanger de manière interactive, ce que vous dites est légitime. D'accord? C'est objectif. Le problème au niveau mondial, c'est quoi? C'est qu'il y a des populations qui n'ont pas de niveau de conscience et d'éducation pour appréhender ce que vous dites. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours ça le problème. Vous avez des pays où c'est pas seulement des pays, des pays entre guillemets en voie de développement, mais même dans les pays développés, les dirigeants, par rapport à une gestion de pouvoir, abandonnent l'éducation parce qu'ils ne veulent pas avoir une population avec une conscience un peu élevée qui vont finir par les contester. C'est ça la difficulté. C'est bien de constater ce que vous dites. La religion est un outil d'instrumentalisation. La preuve, il n'y a pas que la religion, même l'ethnie, le clanisme, etc. oui, C'est-à-dire que quand un pouvoir est attaqué, il va utiliser un instrument comme auparavant. Si ce n'est pas la religion, c'est de dire on est du même groupe,
Mais alors que c'est moi qui mange, mais vous pouvez crever de faim, mais exposez-vous la gueule comme ça, moi j'assure une protection. Ça, c'est moi, on comprend ça. Mais Diviser pour mieux régner. ceux qui sont dans le feu de l'action, vous savez, la distance critique, tout le monde ne l'a pas. Vous êtes sur Terre, il y a très peu de gens qui savent que la Terre tourne, hein, en réalité. Pour Oui. vous, c'est une évidence. Mais l'évidence n'est pas la Justement. vérité. Et elle n'est pas partagée. Et puis comme vous le disiez Oui, tout à mais l'heure, juste un instant Léa, comme vous le disiez tout à l'heure, pour des personnes qui ont vécu dans leur chair, qui ont vu leurs frères mourir, etc. Ils sont plus Voilà, objectifs. l'analyse politique à froid, forcément, ça les concerne pas, et Exactement. c'est voilà, c'est pas comme ça qu'ils voient les choses, et ça se comprend parfaitement. Tout à fait. Oui, mais justement, dans votre réponse, vous introduisez la deuxième question que je voulais vous poser. Et Alors c'est peut-être que parfait. vous n'aurez pas le temps de enfin, elle déborde, enfin, c'est une question universelle aussi. Justement, depuis le début, je vous entends beaucoup parler d'éducation et ça m'inquiète un peu. Enfin, ça m'inquiète. Je vais vous expliquer ce qui m'inquiète là-dedans. C'est une question en même temps. C'est que, je vous demanderai de quelle éducation parlez-vous, où elle se fait, comment, parce que, si vous voulez, tout à l'heure, je disais qu'il fallait qu'on en finisse avec toutes ces divisions, etc. Mais il y en a une dans notre monde qui reste très prégnante, y compris ici, c'est la division de classe. Qui fait que, alors, bon, s'agissant, enfin, ça concerne beaucoup de gens dans le monde, mais bon, ça concerne les Africains qui, justement, qui viennent étudier en France et en Occident. Et mon souci, mais enfin, c'est pas une critique, c'est vraiment une question. Votre réponse à vous m'importe beaucoup. C'est une interrogation. Ne craignez-vous pas, en venant chercher cette éducation chez nous, là, enfin, en Occident, ne craignez-vous pas, enfin, êtes-vous conscient que vous risquez de constituer une nouvelle élite et d'introduire, enfin, finalement, qui est la base, enfin, qui serait la base D'introduire un du- biais. Votre propos, de c'est ça. classe D'introduire et un biais. Voilà, Ou de c'est ça mon dénaturer. problème. D'accord. Et en même temps, j'espère aussi que vous aurez le droit, enfin je sais pas, c'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui, mais que vous pourrez nous parler un peu, eh bien, de la vie sociale là-bas aujourd'hui. D'accord. Comment ça se passe pour Oui, c'est Il y a juste- deux- Ce que vous dites est intéressant. vivre Je les ne veux pas encore Centrafricains. monopoliser la parole parce que Voilà, je vous laisse. je vous laisse D'accord, votre merci, question. merci Léa, merci Léa. Je vous écoute à la Voilà. radio. Hein, je Tu vous nous écoutes évidemment, et on accueillera Simon juste après. Je te remercie Léa, Oui. ton appel. Merci beaucoup de ta Merci. question. Oui, il y a quand même un point sémantique à noter, c'est qu'il faut différencier éducation et formation. Oui. Bon, parce que là, elle parle souvent de ce système-là, qu'on fait la même chose en France, hein. L'éducation disparaît complètement au profit d'une formation qui débouche pas forcément sur Il quelque faut chose. professionnaliser l'éducation au maximum. Voilà, il faut professionnaliser Mm. l'éducation. Donc l'éducation, ça se perd autant en France, c'est universel comme elle le dit, Oui. ça se perd autant en France qu'ailleurs, hein. Ah, parce que l'éducation, au sens où vous l'entendez, n'est pas tout le temps profitable et ne permet pas tout le temps d'avoir un gain économique. Donc forcément, comme l'argent est le moteur d'essentiel, aujourd'hui, s'il y a une éducation qui n'apporte pas d'argent immédiatement, ben, on va la laisser de côté au En tout cas, profit absolument. le but de l'éducation, c'est pas gagner de l'argent. C'est de faire un Exactement, homme ou C'est une femme. l'évolution, c'est Tout à la fait. révolution industrielle qui apporte ce biais, qui ajoute une couche de savoir-faire qui va vers la formation capitalistique. Exactement. C'est deux choses différentes. C'est Précisément. tout le débat autour de l'éducation. Oui, oui. Mais bon, on pourra y venir. Oui, mais ça Ça dépasse la aborde. question centrafricaine, Ça évidemment. Oui, ça dépasse la question africaine, mais on est quand même. Mais on va y on revenir on aussi. est Ça en plein intéresse dedans. la question centrafricaine. Bien sûr. Si vous voulez, on va revenir à l'histoire récente, hein, Mhm. c'est-à-dire tout de suite après la colonisation, donc l'accession à l'indépendance. Donc le président Barthélemy Boganda, donc on a dit qu'il était député français, hein, a donc proclamé l'indépendance de la République centrafricaine le 1er décembre 1958. Malheureusement pour nous, pour ce pays, suite à un accident qui n'est pas jusqu'aujourd'hui expliqué, il a disparu. Oui. Et donc Boganda qui, dans ses actions, et l'une de ses actions fondamentales, c'est que Boganda a sillonné le pays pour parler aux paysans, aux cultivateurs, effectivement, non seulement les méfaits
de la chicotte, du travail forcé, mais qu'il fallait se constituer en coopérative pour pouvoir produire d'une manière importante là-dessus. Boganda, dans sa philosophie, donc il a sorti ces 5 verbes qui, bon, mon voisin dirait effectivement, ce ne sont pas des verbes acquis, mais c'est des accès à. C'est nourrir, vêtir, loger, soigner, et le cinquième Éduquer, j'imagine. éduquer, ouais, éduquer. Voilà, les cinq verbes de On y Boganda. vient. Tout le monde, tous nos autres présidents qui ont suivi Boganda, et je vais les citer, ils se disent héritiers de Boganda. Mais aucun ne s'est approprié la philosophie de Boganda. Et moi-même, je me pose la question si, lorsque Boganda a sorti la devise de la République centrafricaine, unité, dignité, travail, nous-mêmes, nous nous sommes approprié cette devise-là. Parce que la notion du travail, je ne sais pas si les Centrafricains aujourd'hui, ils le perçoivent, ils le comprennent. Quand je vois les gens quitter le kilomètre 5, aller en ville, ils vont travailler, disent-ils. Mais le travail pour eux, ce n'est pas la production. Ce n'est pas ce qu'ils vont produire dans la journée. Ouais. Hein? C'est pas ça le machin. Donc cette question-là se pose. Malheureusement, nous avons perdu Boganda très tôt. Je ne sais pas si avec Boganda, on aurait eu une autre orientation qu'aujourd'hui. On ne peut pas le dire, malheureusement. Après Boganda, donc, il y a eu Juste sur la mort de Boganda, il est mort dans un accident d'avion et vous l'avez dit, toujours pas élucidé Inexpliqué. aujourd'hui. Pas du Inexpliqué, on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce un accident, Ça, est-ce un attentat? ça Bon. c'est l'une des. Oui. Ça c'est l'une. Ça c'est le. L'histoire du lion et du chasseur. Non, ça c'est le. Comment on peut dire ça? Ça c'est le sens commun. Quand on lit les rapports, parce que Boganda est décédé à Berberati, si je me. À Boda. Ouais, En revenant de Berberati. Tout à fait. Donc à Boda, M. Pokomandi, qui est de l'aviation civile, ayant toutes les formations, je pense qu'il est au courant du rapport. Enquête accident. Le rapport enquête accident. Donc il peut nous éclairer un peu plus. Dans ce rapport, il s'avère que pour les informations que j'ai à ma disposition, parce que moi je reste toujours objectif, j'essaie de rester toujours factuel. Dans ce rapport, on connaît beaucoup de perturbations, enfin des grands orages dans la zone. Et il s'avère que quand on prend le rapport météo de ce jour-là, tout concourait, ce rapport, pour moi, il me semble cohérent. Maintenant, des spécialistes de ce type ayant eu ce type d'informations, doivent nous donner la conclusion pour pouvoir balayer ce rapport avant d'arriver à la conclusion. Or, on nous donne la conclusion sans avoir explicité ce rapport. Bon, j'ai eu la chance d'avoir cette information, mais aujourd'hui, en Centrafrique, il faut être factuel et je reviendrai plus tard, parce que cette question de l'éducation, formation, etc., greffée au triptyque que je vous ai dit, à 3 niveaux de génération aujourd'hui, qui n'ont pas la même méthodologie, la même épistémologie, c'est important pour bâtir le futur. Mais j'y reviendrai sur la question de l'éducation et de la formation. Qu'est-ce qu'on conçoit comme éducation et qu'est-ce qu'on conçoit comme formation et quelles sont les orientations, etc. Je reviens sur l'accident de Boganda. Oui. J'ai Et effectivement... nous accueillerons Simon après qui souhaite participer. J'ai effectivement eu accès à une partie du rapport accident. Mais je ne peux dire que c'est qu'une partie. Dans la partie que j'ai eue, il y avait la météo, mais la météo était accessoire. Le type d'avion qui a amené Boganda dans ce machin avait une malformation dans la construction, dans ce rapport qu'on disait. Et c'était l'un des éléments mécaniques de cet avion qui a causé justement cet accident. Ça, c'est le rapport, la partie où j'ai eu accès. Mais ce n'est pas tout le rapport, parce que ce rapport d'accident a été classé défense... classé défense. Défense très longtemps au niveau de la France, et c'est seulement dans les années 85 que moi j'ai quand on dit classé défense, c'est possible que ça soit épuré. Tout à fait. Mais il faut je ne peux pas le exposer, dire. il faut Voilà, exposer faut le ces dire. éléments. Voilà. C'est possible qu'on ait expurgé certains éléments du Voilà. rapport avant de Voilà. le rendre public. Ouais. C'est pour cela que j'ai dit tantôt que justement cet accident Déjà n'est pas que ça complètement classé. élucidé. Donc après la disparition de Boganda, il y a eu donc sa succession qui a été difficile. L'héritier naturel de Boganda, son acolyte, son second, c'était le professeur Abel Ngumba. Malheureusement,
aidé par la Chambre de commerce. Donc, on a parlé des sociétés concessionnaires de l'époque. La Chambre de commerce de Bangui, il ne voulait pas de Abel Ngumba parce que, disait-il, c'était un monsieur à esprit communiste. Donc, ils ont préféré David Dako, qui était ministre de l'Intérieur, alors que Qui était un instituteur. alors que Ngumba était ministre des Finances, était plus proche de Boganda que Rappelez-vous du modèle dont je parlais, downgradé toujours. Donc, Dako a donc été préféré par les représentants de la colonisation de la Chambre de commerce et Dako a donc succédé à Boganda. Et Ngumba est parti donc en exil et avec Maliombo, ils ont donc créé un nouveau parti politique alors que leur parti politique initial c'était le MESAN avec Boganda. Ils ont créé le MEDAC. Donc, ils sont partis. Donc, on peut dire que c'était notre premier coup d'État. On ne le dit pas assez, mais c'était notre premier coup d'État. Puisque si je ne m'abuse, le professeur Ngumba est resté président 6 jours. Voilà, exactement, tout à fait. Donc, après, Dako est resté au pouvoir jusqu'en 1966 et Bokassa, qui était formé par l'armée française, est rentré et a commencé à mettre en place un embryon de l'armée centrafricaine. Il était parent à Dako. Il a donc fait le coup d'État de 1966. Donc, c'est le deuxième coup d'État. Bokassa est donc resté au pouvoir jusqu'en 1979 et la France a donc ramené lorsqu'il y a eu les événements avec les élèves à Bangui, qui est un événement qui est parti d'un détail. L'éducation nationale avait exigé que les élèves maintenant devaient se mettre en tenue. Et ces tenues devraient être confectionnées dans une société française de la place là-bas, la CIOT. Et là, les parents n'ont pas accepté, donc les élèves ont commencé à manifester. Et Dako est donc revenu dans un avion français avec l'opération Barracuda. Donc ça, c'est le troisième coup d'État qui est en 1979. Et donc ça, c'était notre troisième coup d'État. Dako II est revenu au pouvoir, mais malheureusement, il n'est pas resté longtemps. Et comme il ne tenait pas, il y avait effectivement des mouvements sociaux très forts. Les travailleurs commençaient à manifester longuement. À partir de ce moment-là, Kolingba est venu et il y a eu passation de service, on a appelé coup d'État. Mais ça, c'était vraiment un coup d'État vraiment à l'amiable. Et donc, Kolingba a renversé... Coup d'État tout de même. Voilà, c'est un coup d'État tout de même. C'était le quatrième coup d'État. Donc, Kolingba a donc renversé David Dako. Kolingba est resté au pouvoir 11 ans. Et pour une fois, le mouvement populaire, le mouvement syndicaliste... Avec un coup d'État intermédiaire de Bozizé, déjà. En 82, ouais. En 81, une année après, cinquième coup d'État. C'est émaillé de coups d'État. Après, vous n'en comptez plus, là. Après, il y a des... Il y a eu Obrou aussi, effectivement. On ne compte que ceux qui ont réussi. Je vais revenir sur ces successions de dates. Je ramène toujours ma grille après. Voilà. On va en parler. J'aimerais qu'on accueille Simon parce qu'il attend le pauvre depuis très longtemps. On finit d'abord ton... Après, il y a eu une intermédiaire d'élection démocratique, où en 93, après avoir raté les élections de 92 parce que Kolingba voulait à tout prix se maintenir, on a organisé des élections en 93 et Patassé a gagné les élections en 93. Il faut dire que Patassé est l'un des rares centrafricains qui est resté aussi longtemps au pouvoir que Bokassa. Bokassa est resté 14 ans, Patassé est resté 13 ans avec lui et il a occupé pratiquement tous les portefeuilles ministériels, y compris le portefeuille de la primature. Donc, après Patassé, son chef d'état-major, de nouveau, Bozizé, est venu et il a renversé en 2003, après une tentative ratée en 2001. En 2003, Bozizé a donc réussi son coup d'État, qui sera le 5e coup d'État ou le 6e, je ne sais plus. Le 5e. Et Bozizé est resté au pouvoir 10 ans et en 2013, Doutoudja est venu renverser Bozizé. Mais tous nos chefs d'État qui arrivent, ils partent comme ça, mais ils ne nous disent rien du tout. Ils arrivent par coup d'État, mais ils ne nous disent rien du tout. Pas d'explication après être Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de compte rendu. Comme Doutoudja, il ne nous a même pas envoyé un SMS. Il est resté à N'Djamena. Oui, il est parti et puis c'est fini. Voilà. Et il va là-dessus. C'est une culture. C'est tout. Voilà donc l'histoire récente contemporaine de ce pays qui est émaillée de coups d'État et de mutineries.
Parce que depuis 1996, hein, il y a eu une succession de mutineries. En 96, il y a eu une mutinerie de l'armée. En 97, il y a eu une mutinerie de l'armée. En 2001, il y a eu une mutinerie de l'armée. Donc, ce pays a quand même vécu des moments, des violences très dures, très Plus les rébellions, Plus les répétitifs. rébellions, Voilà. une instabilité pendant plus 50 les ans. troupes étrangères. Et les troupes étrangères, n'en Oui. parlons pas. En Parce plus, que vous tout avez le temps, évoqué tout le tout temps, à l'heure toutes les armées étrangères qui sont qui sont venues là. sur le territoire. Voilà. Effectivement. Y compris les soldats américains. Oui, les Américains en plus, oui. Ils sont un peu partout sur la planète malheureusement. Il Mais faudra en peut-être Centrafrique prendre. aussi. Oui, on va accueillir Simon, le Simon. pauvre qui attend depuis très longtemps. Désolé pour Simon. Désolé Simon. Bonjour à toi, on t'écoute Simon. Oui, bonjour. Bonjour, c'est bon. Bonjour. Oui, Alors, bonjour. éteins ta radio s'il te plaît, sinon tu vas avoir un écho Oui, qui va pas te tout à permettre fait, de tout à suivre fait. la conversation. Voilà. C'est mon casque. Vous m'entendez? C'est Oui, bon, bien. on t'écoute Simon. Oui, donc en fait, j'ai arrêté l'émission parce qu'en fait, je suis en train de travailler en même temps. J'ai arrêté l'émission tout à l'heure avec l'intervention de Ousmane Badara, que je salue d'ailleurs, et que on va dire, j'ai apprécié, même si je ne partage pas forcément tous ses points de vue, j'ai apprécié son intervention parce qu'elle parlait avec le cœur. Tout à fait. Elle parlait avec le cœur et c'était compréhensible. Maintenant, depuis tout à l'heure que j'ai repris l'émission, les différents intervenants ont donné, on va dire, là, on va dire un petit bilan historique de la Centrafrique. Mais moi, en tant qu'Africain, c'est bien de connaître à peu près les différents mots qu'ont connus ce pays hein, pendant ce nombre d'années, mais on va dire le seul éveil que j'ai eu tout à l'heure, c'était la dernière personne qui a parlé après l'intervention de Ousmane, donc c'était celui qui m'a, à mon sens, touché, dans le sens où il a donné son identité africaine, c'est-à-dire qu'il a récupéré avec son nom. Là, on parle d'un problème majeur, c'est-à-dire que on aura, dans 20, dans 30 ans, on pourra être assis, moi au téléphone, vous à l'émission, d'accord, en train de ressasser le passé douloureux de tel ou tel État africain. Si nous ne comprenons pas, vous êtes mes grands frères, vous avez également des personnes qui ont été au-dessus de vous, qui ont, on va dire, jusqu'à aujourd'hui, si on en est là, prôné la même façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut taper du poing sur la table. Il est temps que l'Afrique, je dis bien l'Afrique, pas le Zaïre ou le Congo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, non, il est temps que l'Afrique tout entière fasse une refonte totale de son système, premièrement spirituel, entendez-moi bien, spirituel, parce que c'est la base de tout. La spiritualité, l'Afrique a perdu sa spiritualité. Et ça fait des années, nos pères en ont parlé, des Tchèques en Tadjok en ont parlé, des Obenga continuent d'en parler avec la force qui leur reste. Kuruma, oui. Il est temps que les Africains, en tout cas les élites qui nous dirigent, se regardent dans un miroir, se disent, bon, on a assez, ça a assez duré. Il va falloir que nous nous prenions en main, ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur. Ceux qui ont, bien sûr qu'on sait que ceux qui ont essayé d'avoir ce discours-là ne sont plus là. Ils ne sont plus là. L'Afrique a besoin d'une refonte totale de son système spirituel et après, il va falloir que nos élites nous apprennent à nous, Africains. Moi, aujourd'hui, je vis en France. Je suis né au Cameroun. J'ai grandi au Cameroun. Je suis un fils de chef traditionnel, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il va falloir que nos élites apprennent à la nation, aux jeunes, à la force vive de la nation, à aimer le continent, à être fiers d'être africain, monsieur. C'est super, super important. Qu'est-ce que ça veut dire africain? L'Africain n'est pas européen, même si l'homme vient d'origine d'Afrique, mais malheureusement ou heureusement en tout cas, hein, on en est là au jour d'aujourd'hui. Donc l'Africain a une spécificité, d'accord? Même la langue que j'utilise, avec laquelle je vous parle, je devrais utiliser une autre langue. Ce qui me reste encore, c'est mon accent. C'est mon accent et je le garde quand je parle à mes frères. Nous devons vraiment assister à une refonte totale et nous verrons que tout ira bien. Pourquoi? Parce que, je m'explique, même si au jour d'aujourd'hui, ce qui s'est passé en Centrafrique, on parle de chrétiens, de
musulmans, ainsi de suite. D'accord, ça, on va dire, c'est ce qu'on veut, on veut bien nous montrer. D'accord, mais il va falloir dire quoi. Au jour d'aujourd'hui, ce système national ne se pas, même avec la meilleure volonté, parce que quoi? Nos élites, pour la plupart, qui sortent des grandes écoles, d'accord, en Occident, des grandes écoles, qu'est-ce qui se passe? Ils sont soit corrompus, soit engagés directement. Ils font, forcément, vu qu'ils sont dans des cercles d'influence, pour ne pas les citer, des cercles d'influence, ils prêtent une forme d'allégeance, ce qui est compréhensible. Parce que c'est là, on va dire, c'est une politique, c'est comme si moi, au jour d'aujourd'hui, hein, je décide de créer un cercle d'influence. Je veux éditer des règles, et chaque membre va devoir respecter ces règles. C'est ce que je passe avec nos élites. Ils sortent des grandes écoles, ainsi de suite. Aussi africains qui veulent dire qu'ils sont fiers, ainsi de suite. À partir du moment qu'ils rentrent dans ces cercles d'influence, ils doivent adopter une ligne de conduite. La ligne de conduite, va dire que, par exemple, on prête serment. Donc, du coup, en prêtement, je deviens le frère de celui qui est en France, qui est dans tel ou tel pays, et je veux servir les intérêts de celui-là. Point à la ligne. Donc, à partir de là, je ne sers plus l'intérêt de mon peuple. Vous parlez, Simon, vous parlez là des francs-maçons ou d'autres obédiences, etc. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je ne suis pas en train de dire... Attention, je ne suis pas en train de diaboliser. Non, mais on ne diabolise pas. Ce que vous dites est intéressant. Oui, ce que je veux dire... Simon, ce que vous dites est intéressant. Je vais vous écouter. Ce que je veux dire, c'est que nous n'avons plus de société initiatique. Parce que ces choses-là, ce sont des sociétés initiatiques. Ce que vous dites est très intéressant, même pour la Centrafrique. On va laisser Simon terminer parce qu'il lui reste vraiment une minute. Moi, par exemple, je vais vous dire, juste pour pas vous... Je vous écoute, mais juste pour finir. Moi, mon père, on va dire, comme on va donner on va désigner des choses. Mon père est camerounais, ma mère est déportée antillaise, d'accord? Ok? Maintenant, avec tout ce qui s'est passé, entre l'esclavage, la colonisation, ainsi de suite, on nous prêche de ne plus regarder les choses de chez nous. Ça signifie quoi? Ça signifie que moi, au jour d'aujourd'hui, qui je suis, il va falloir que j'aille faire une recherche, moi, au pays, pour me retrouver, pour me ressourcer, pour savoir qui je suis vraiment, parce que j'ai une dualité. J'ai la dualité. Voilà, j'avais prévenu, il restait peu de temps à Simon. Ce qu'a dit Simon est important. Philippe, je vous laisse répondre. Ce qu'a dit Simon est très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Je parlais au début de la question de l'épistémologie et de la méthodologie. Donc, pour faire court, il va falloir que dans la recherche des solutions, qu'on se penche sur cette question. C'est-à-dire que aujourd'hui, Simon pose la problématique de la cosmogonie. C'est quoi la cosmogonie africaine? Donc ça revient quelque part à la question de l'identité. C'est quoi être centrafricain? Si on le ramène aujourd'hui à la Centrafrique, c'est quoi être centrafricain aujourd'hui par rapport à son identité de valeur, par rapport quel est le système spirituel qui nous gouverne? Effectivement, notre cosmogonie peut être moniste, etc., mais il y a des déclinaisons identitaires. Et il faut rapporter ça à la question, pas une dichotomie, mais à la différence entre l'éducation et la formation. Il faut voir que ces différents personnages, vous voyez, je parlais d'un triptyque de 3 générations qui sont concurrentes dans un espace et qui veut créer un imaginaire par rapport à une projection future. Ces 3 générations, celle de nos parents, le nôtre et nos enfants, en fait, c'est 3 générations concurrentes qui doivent arriver à construire quelque chose, à se projeter dans l'avenir. Or, cette projection dépend fondamentalement dans la configuration de nos parents en tant qu'identité villageois, urbain, etc. Ça vient de leur ontogenèse et de leur philogenèse. Nous, c'est pareil, dans cette mutation. Donc, aujourd'hui, cette question, cette réponse, personne n'a cette réponse fondamentalement. Mais on peut construire les cadres pour construire, pour générer des créations de valeur ajoutée, pour remédier à cette manie des gens à downgrader. Je pense que c'est cette question dont parle Simon, c'est la question de la spiritualité. Et c'est la question de la dépendance et des complexes. Et la dernière chose que je dois dire, parce que dit comme ça, il faut rendre ce que vient de soulever Simon, il faut rendre la pensée opérante. C'est-à-dire comment transformer tout ça en production de valeur au quotidien.
On va passer par l'éducation. Quel est le système éducatif? Si vous arrivez en Afrique aujourd'hui, vous prenez des livres d'histoire, euh, de la maternelle jusqu'à enfin tout ce que vous voulez, les Africains ne connaissent que fondamentalement dans ces états que l'histoire contemporaine. Ils ne vont pas au-delà. Ils ne vont pas au-delà. Ça pose, quand nous, on est arrivés en France, nos parents voulaient faire de nous des petits blancs. Ils disent en sango, Amlengeta Munju. Ou Amlingeti France. Ah, voilà. Amlingeti Donc, France. ils veulent faire de nous des petits blancs. Quand on est arrivé, on est allé à l'université, on va dans les centres de recherche, qu'est-ce qu'on fait? On a créé des groupes de recherche et d'études africaines, notamment le GRETRA, dont j'ai été le secrétaire général. Donc, en même temps que on recevait une formation, éducation, etc., on a cherché à mettre à côté de cette éducation en faisant des recherches propres pour compléter notre parcours. Ce que je ne sais pas si nos parents ont fait parce ils étaient dans d'autres dynamiques, il fallait qu'ils rentrent au pays rapidement, qu'ils allaient engranger les bénéfices comment dire, de l'indépendance, etc. Donc cette question, je pense qu'elle est fondamentale parce que c'est cette question qui va nous permettre de dire comment se projette-t-on dans l'avenir. Quelles sont les valeurs auxquelles on souscrit, etc. Mais je pense que ce n'est pas obligatoirement des valeurs africaines. Même si on a une sorte de trajectoire, on doit reposer sur aussi ce que le monde, l'universalité a capitalisé. Parce qu'on a géré une altérité entre notre identité africaine et ce que le monde, par rapport à l'apport de l'Afrique dans le monde, ce que le monde nous apporte aussi. Et je pense que c'est dans cette dynamique qu'on va trouver la vraie réponse à la question centrafricaine. Il ne faut pas s'enfermer. Voilà ce que je voulais dire. Oui. Non, alors j'aimerais pouvoir entendre à nouveau Simon pour qu'il puisse finir ce qu'il est en train de dire parce qu'il a été interrompu par la technique comme on a beaucoup parlé. Donc Simon, bienvenue à toi à nouveau. Je vais te laisser ajouter une conclusion à ton propos qui puisse aller jusqu'au bout sans être interrompu. Voilà, on écoute ta conclusion et après on écoutera les réponses des différents invités. Simon. Alors, donc, oui, allô? On t'écoute. Allô? Oui, donc je finirai juste en disant, bon, c'est un débat passionné, hein, dès que ça parle de l'Afrique, c'est vraiment passionné, c'est super important. Mais il faudrait vraiment qu'on puisse redonner surtout de la fierté, de la dignité à l'Afrique, parce que dire aux Africains que c'est toute cette histoire de pays sous-développés et tout ça, c'est de la bêtise. L'Afrique, c'est le continent le plus riche. Donc, celui qui est normalement constitué, d'accord, parce que nous sommes deux, nous avons tous fait intelligence, celui qui est normalement constitué va dire il est anormal qu'un continent regorge de toutes les plus grosses richesses de la planète et soit toujours montré du doigt comme un pays, comme un continent pauvre, ainsi de suite. C'est pas vrai. Hein, juste pour finir de façon humoristique, Afrique, ça signifie simplement c'est un continent Afrique. Donc il y a de l'argent pour tous les Africains. Il faut simplement, pour une fois, que nos dirigeants aient ce qu'on appelle le souci du bien communautaire. Bien sûr que il y a de la malhonnêteté partout, hein, que ce soit en France, que ce soit dans les autres pays soi-disant développés qui veulent donner des leçons ainsi de suite à l'Afrique. Il faut juste que nos hommes politiques puissent redonner à l'Afrique une certaine fierté, qu'ils soient eux-mêmes dignes en étant au pouvoir, qu'ils soient eux-mêmes dignes. Parce que pour reprendre un propos d'un grand professeur camerounais qui aujourd'hui est décédé, un professeur Ateba Yéné, pour juste dire que même si, pour revenir à ce que je disais dans les sectes d'influence, même si ils sont dedans, mais simplement qu'ils mettent en pratique correctement ce qu'ils voient ici. Le système de santé en Afrique au jour d'aujourd'hui est délabré. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi au Cameroun jusqu'à l'âge de 14-15 ans. Au jour d'aujourd'hui, les problèmes de coupure d'eau, d'électricité, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de prévisionnel qui a été fait par nos spécialistes. C'est-à-dire que la population grandit, augmente, les villes s'agrandissent, ainsi de suite. Pourquoi on a tous ces problèmes? Parce que nos élites n'ont pas réfléchi à ce problème-là. Il va falloir qu'ils se regardent dans une glace une bonne fois pour toutes et qu'ils disent voilà, on a merdé, excusez-nous, hein, on va refaire les choses différemment, mais on va essayer pour une fois de faire ce que je vais peut-être me répéter, mais d'avoir une
vraie refonte de notre système culturel, politique, ce que vous voulez, mais il va falloir que l'Africain puisse se retrouver lui-même. Et à partir de là, on aura de la dignité. Sinon, je vous jure qu'on sera toujours dans cette situation-là. Vous le savez mieux que moi. On sera toujours dans cette situation-là. C'est vraiment ce que je veux dire. Mais je vais continuer à vous suivre. C'est la première fois que je tombe sur cette radio-là. C'est vraiment comment dirais-je, c'est vraiment en zappant, je suis tombé sur l'intervention de Ousmane Badara et j'ai reconnu sa voix et ça m'a intéressé et le sujet vraiment est très très important. Mais il faut vraiment qu'on mette, nous, Africains, un point important sur notre identité. C'est super, super, super important. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire et puis passez une bonne fin de journée. Voilà. Merci beaucoup Simon, merci pour ton appel. C'est important. Ce que je voulais dire, Simon, un mot. Oui. C'est bien la cosmogonie, Simon. Le kémitisme, etc. On sait ce que Narmer fait, ces différentes études qui nous enrichissent. Il faut rendre notre pensée opérante. Notre pensée doit devenir opérante et productive. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. Ça ne suffit pas seulement de faire de la philosophie. Il faut trouver les voies et moyens de ramener une population à se réapproprier son identité, à se réapproprier des valeurs et à apporter notre contribution à l'histoire du monde, au savoir du monde, à l'économie du monde. C'est extrêmement important. Le respect se mérite. En ce sens, et en quelques mots, qu'est-ce que vous pensez du travail de Kémy Séba, les uns et les autres? Est-ce que ça vous intéresse ou finalement voilà, qu'est-ce que vous en pensez de son travail, sachant qu'il est revenu vivre au Sénégal, je crois, dorénavant? C'est pour cela que je parle de la pensée opérante. Oui. Kémy Séba a fait un certain nombre de parcours qui rejoint plutôt, on connaît ce mouvement avec les Baké Diop, les Oumdigui, les Paté Dieng, etc. Je vous ai dit que j'ai été secrétaire général du groupe d'études et de recherche africaine. Il y avait les Noël Ouago, enfin il y a tout ce monde, cette génération entre guillemets des gens qui se sont intéressés à cette question. Mais il faut voir que je ne veux pas stigmatiser Simon, mais un homme est déterminé par son ontogenèse et sa philogenèse, et sa volonté détermine sa trajectoire. Et souvent, c'est révélateur, le parcours de cette identité de Simon. Simon nous a parlé de ses parents antillais et africains. Ça a permis, si on regarde le parcours d'un certain nombre, ça a permis de poser des questions identitaires. Mais le fait de se cristalliser sur la question identitaire ne nous permet souvent pas de rendre la pensée, notre trajectoire opérationnelle sur le terrain. Il faut faire les deux. Il faut se construire dans les questionnements et les réponses pratiques sur le terrain, parce que le terrain, il est aussi mobile. On n'est pas dans un circuit fermé sur une maquette en recherche. Dans un laboratoire, on est dans une dynamique de construction. Et cette dynamique de construction, elle n'est pas seulement individuelle, elle est collective et identitaire dans un mouvement d'Afrique multiple qui est en train de bouger. L'Afrique bouge beaucoup aujourd'hui, sur tous les plans, intellectuels, etc. Et la Centrafrique doit se poser sa question, sa contribution dans ce mouvement. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, certains disaient, de manière un peu ludique, on dit, l'Afrique est une arme dont la gâchette se trouve en Centrafrique. Et aujourd'hui, on a tiré sur la gâchette. Donc cette question intéresse, au-delà du monde, intéresse principalement aussi les Africains. Alors on va remercier Simon pour son appel. Merci beaucoup. Merci beaucoup Simon de ton intervention. Et tu as pu enfin aller au bout de ton point de vue. Merci beaucoup Simon. Au revoir. Au revoir. Ça marche, merci. Merci. Alors Winnie, vous vouliez voulais, réagir? Oui, je voulais réagir en disant que Winnie justement cet élément-là est très important et moi ça me renvoie en fait à l'éducation qui est vraiment un élément important pour nous Africains et spécialement Centrafricains aujourd'hui, parce que justement il y a eu tellement de changements qu'il faut que on remette les choses à plat et qu'on se réapproprie notre histoire, mais qu'on l'intègre aussi à ce qu'il y a autour de nous. Avec beaucoup de pédagogie et de méthodologie. Voilà, c'est vraiment un travail qu'il faut prendre au tout départ, et je pense que quand je parle d'éducation, c'est pas seulement effectivement l'éducation nationale, c'est aussi l'éducation, les parents, nous en tant que parents, ce qu'on doit on doit transmettre à nos enfants, parce que justement il y a vraiment les générations ont changé. Moi, ma maman est de la génération de Monsieur Soni Pokomanzi. Nos parents nous ont inculqué
les valeurs africaines, parce qu'il l'avait reçu aussi. Mais nous qui sommes qui vivons loin de nos terres, nos enfants grandissent avec une éducation occidentale, mais en même temps, moi je sais que je le fais, mais je sais que ça se perd aussi énormément. J'ai pris la peine de transmettre à mes enfants ce que moi j'avais reçu aussi, parce que j'estime que ça fait partie de leur C'est une identité richesse. et qu'il faut absolument qu'ils vaguent entre ces deux cultures, parce que c'est ce qui fait qu'ils Les vont, enrichissent. Ouais. voilà, ils vont être des hommes équilibrés ou des femmes équilibrées. Et c'est vrai que ça se perd énormément. Et au jour d'aujourd'hui, il faut revenir aussi, je ramène le sujet au niveau centrafricain, parce que je pense sincèrement que notre société a besoin que les mamans qui s'occupent en général de l'éducation des enfants leur apprennent de nouveau à aimer leur pays, parce que ça s'est perdu. Moi, j'ai passé 4 années, 4 scolarités en Centrafrique, et je vous assure que tous les matins, on venait, on saluait notre drapeau. L'éducation civique. On commençait par ça, on commençait notre journée en saluant notre drapeau. Et je pense que si aujourd'hui, à 45 ans, je parle de mon pays avec tellement de fougue et que je n'ai jamais cessé de l'aimer en mangeant centrafricain, mais centrafricain, en parlant encore ma langue et même mon patois, c'est justement parce que j'ai connu cette période-là. Ça, mes enfants ne connaissent pas. Ils sont nés en Europe, en France, en Luxembourg, mais ils connaissent l'histoire centrafricaine. Et je pense qu'il faut... que ça se généralise, que ça devienne vraiment, qu'on l'intègre vraiment dans notre société. Une nation, ça se cultive. Voilà, que les gouvernements prennent conscience de ce manque et surtout de ce besoin et qu'on prenne les choses en main et qu'on fasse vraiment les choses. Parce qu'on a de grandes théories, il faut ci, il faut ça, mais si on ne commence pas par là, je pense que nos efforts n'auront jamais, on va parler du futur et de la projection. Évidemment. Nos gouvernements, je crois que Winnie, tu avais dit qu'il fallait plus être spectateur. Oui, il faut agir. Oui, tout à fait, une gouvernante. Oui, oui. Pleine et entière. Ah oui, complètement, je suis prête. Hein. Parce que tout à l'heure, on a parlé d'abandon des gens, mais je ne pense pas du tout qu'on doit s'arrêter là. Il faudrait effectivement qu'aujourd'hui, tous les Centrafricains, la nature a horreur du vide, puissent s'impliquer. Tout à fait. Que les Centrafricains puissent prendre leur destin en main et qu'on puisse dire aujourd'hui, je suis Centrafricain, ce pays me concerne, j'aime ce pays, je vais me battre pour ce pays, mais Simon a aussi raison en disant que nous avons une identité. Cette identité, nous devons la construire, nous devons la consolider dans l'environnement qui nous entoure, dans l'environnement mondial. On ne va pas le faire en vase clos, en restant entre Centrafrique et disons nous sommes Centrafricains. Non, pas du tout. Il n'y a pas d'enrichissement. Voilà, exactement. Il faut l'enrichir là-dessous. Mais il faut avouer que nous avons perdu nos traditions. Les repères. Nous avons perdu exactement les repères. Aujourd'hui, vous allez dans les villes, dans les villages centrafricains, il n'y a plus de chefs de village. Hier, il y avait les chefs de village, c'est eux qui faisaient garants, commutateurs, tout ça, voilà. Et ils résolvaient les problèmes. On a mis effectivement des administrateurs modernes. Aujourd'hui, il y a les préfets, il y a les sous-préfets. On va venir à la question corrompus. Lorsqu'il y a eu les événements, tout le monde est parti et on les a complètement oubliés. Beaucoup. Donc, nos traditions, il faudrait encore de nouveau nous les rapproprier. Hein. Notre histoire, nous devions l'approprier et que nous devons transmettre ça à nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants, ceux qui sont par exemple à l'extérieur de la RCA, beaucoup, malheureusement, les miens le premier, ils ne se sentent pas directement concernés par ce qui se passe. Et ça m'a fait très mal parce que c'est de ma responsabilité. Je n'ai pas pu expliquer à mes enfants que vos racines sont centrafricaines. Vous ne pouvez pas oublier vos racines. Ce qui se passe là-bas, ça vous concerne en premier lieu. D'autant plus qu'ils s'affaiblissent, ils s'amputent. Tout à fait. Tout ils s'amputent, exactement. Ils s'amputent d'une richesse additionnelle qui pourra les valoriser dans la danse, dans la création culturelle, dans la création littéraire, dans la création scientifique, etc. Même c'est pour ça qu'on parle de cosmogonie, on parle d'épistémologie, on parle de méthodologie. Parce que ces gens ne savent pas, en réalité, qu'ils s'amputent de quelque chose. Nous, on a été aussi riches, personnellement, enfin, en termes de trajectoire. Moi, j'ai reçu une éducation traditionnelle, parce que je viens d'une chefferie et j'ai été initié. Donc, quand on nous envoyait au village, en ville, nos amis rigolaient. Mais on nous envoyait au village. Donc on a reçu quelque chose en plus. Et on a reçu l'éducation didactique que les gens connaissent,
et les éducations religieuses, etc. On y ajoute, quand on est venu à l'université en France, on n'a pas ce type de complexe, etc. Donc, on a pu capitaliser tout ça pour donner une amplitude dans ce qu'on fait. Voilà. Je Mais veux dire, c'est plus une richesse. ça reste exceptionnel et je pense que c'est aussi les conséquences de la colonisation, ça. On a laissé rentrer toute cette culture qui n'était absolument pas la nôtre, mais on l'a laissé entrer, mais nous envahir. Et la nôtre est passée en arrière-plan et on s'est mis dans la Mais tête que tout ce c'est qui... notre responsabilité. C'est de notre responsabilité, C'est de notre justement, il faut changer la responsabilité, de la donne. responsabilité de nos parents. Au jour On d'aujourd'hui, il doit faut changer la assumer donne. et construire avec. Tout à fait. Alors, on va accueillir à présent François. Il y a aussi Marie-Louise qui est en attente, mais on va commencer par François. Bonjour François. Oui, bonjour Lysandre, bonjour tout le monde. Bonjour, Vous m'entendez bien? on t'écoute François. Vous m'entendez bien? Ça va? Ça va. Très bien. D'accord, d'accord. Alors, je crois que la France est intervenue en Centrafrique l'année dernière, c'est ça? Oui, tout à en fait, ouais, décembre, c'est ça, hein, début depuis décembre. décembre 2013. D'accord, bah écoutez, ça fait 400 ans que ces interventions ont été faites comme ça, depuis Tout à fait. la déportation Exactement. et la mise en esclavage, et ça va continuer. Ah, la colonisation Sauf aussi. Absolument, et ça va continuer. Ça sauf sera si on ça refuse. va se terminer. Mhm. Voilà. Donc, ce que je veux dire, il faut être optimiste. Mhm. Ce qui nous arrive en Afrique, et je suis dans le sujet, disons, je ne sors pas du sujet. Ce qui arrive en Centrafrique, ça arrive à toute l'Afrique. Hein, c'est une parenthèse. Il faut que ce soit une parenthèse de l'histoire d'Afrique. Hein, parce que 14 ans, dans l'histoire africaine, c'est une parenthèse, il n'y a rien. Ah, Donc tout à l'heure, vous avez parlé des pharaons, etc. Et donc il y a un auteur qu'il faut citer. Et il faut le citer, qui s'appelle Cheikh Anta Diop. Oui, il a été Bien cité. Anta Diop a été D'accord. cité. Cheikh Anta Diop. Avec Obenga et tout le reste. Voilà, donc qui a démontré que l'Égypte antique était nègre. Oui, bien Hein, sûr. d'origine Mais même les afro- égyptologues aujourd'hui le reconnaissent. Avec Absolument. Narmer. Absolument. Donc il y a une conférence au Caire en 1975, et il a fait sa conférence, il a démontré, jusqu'à maintenant ça n'a pas été démenti. Oui, tout à fait. D'accord. Donc l'histoire africaine est longue. Et malheureusement pour nous, Africains, ça fait 400 ans que l'Europe occupe le sol africain, et on n'arrive pas à se dépêtrer. Et je remercie les interlocuteurs qui sont présents sur le plateau. Tout ce que vous avez dit, c'est très enrichissant, mais il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord, et ça me rend triste. Mhm. C'est que j'ai l'impression que vous acceptez le fait accompli. Non, J'ai pas entendu- du tout. Pas du tout. Attendez, Oh là là. je- Oh là là, non. Pas du tout. On l'a dit et je- redit, hein, qu'on Attendez, était là. attendez, je vais dire ce que je vais dire pourquoi je dis ça. Parce que il est impossible. Vous avez parlé tout à l'heure de la convention de Berlin 1885 qui a dépecé l'Afrique, d'accord, et qui a fait qui a mis en place les territoires africains qu'on connaît aujourd'hui, d'accord. Il y a la Centrafrique, il y a le Cameroun. Vous vous rendez compte? Si nous, Africains, on continue à dire que c'est découpage de l'Afrique et on en fait notre nation, on va jamais s'en sortir. Vous vous rendez compte? Cameroun, qu'est-ce que ça veut dire Cameroun? Lysandre, vous savez ce que ça veut dire Cameroun? Ça veut dire crevette. État des crevettes. Les Crevette. Peut-être crevette. Voilà. Parce que c'était Côte d'Ivoire, vous vous rendez compte? Ce sont des États artificiels qui ne correspondent pas à notre sociologie. Vous comprenez? Oui, avec en plus Comme tous les autres États, monsieur. mais Comme c'est tous pas- les autres États. la différence avec Voilà. Même les Balkans. la différence avec le découpage des pays africains, c'est que parfois ils ne suivent pas du tout les frontières terrestres, et c'est tout simplement des lignes droites tracées. Mais les autres voilà, ce États découpage, aussi sont c'était constitués pareil. comme ça. La Les question, autres, elle n'est c'était pas à ce pareil. niveau. D'accord. Alors donc, ce sont des États La question n'est pas à ce artificiels. niveau. Alors, sa question est fondamentale, elle est là. Donc, ce sont des États artificiels dans lesquels on ne doit pas se reconnaître, parce que ça ne correspond pas à notre sociologie. Imaginez qu'aujourd'hui, on vient couper la Bretagne, et qu'on mélange la Bretagne avec, je ne sais pas, un autre État à côté qui n'a rien à voir. Avec Mais, l'accord. mais vous citez le bon Voilà. exemple. Vous savez, Absolument. vous citez le bon exemple parce que vous savez, quand Napoléon est arrivé, il a créé les départements sous une logique guerrière, pas une logique sociologique comme vous dites. Voilà. Même Haussmann, Voilà. quand il fait son urbanisation de Paris, c'est cette logique-là. Les D'accord, États. parfait. Donc- Après, on fait avec On pour fait avec, construire une voilà. autre intelligence. Voilà. D'accord. Et là, on- Donc aujourd'hui, moi, je suis de Centrafrique, je vous le dis, hein, mais je ne reconnais pas ce pays parce que ça ne correspond pas à ma sociologie. Je suis pour qu'on abaisse ces frontières artificielles, hein, Oui. qu'il n'y ait plus de Centrafrique, Oui. qu'il n'y ait plus de Cameroun, qu'on arrête avec ces frontières qui ne veulent rien dire sociologiquement. On est sur d'accord place. avec vous.
On est d'accord Alors, avec moi, vous. Mais en fait, Mais la on parle de la somme réalité. des Pas d'accord faiblesses, avec moi. Moi, je suis voilà. pas d'accord. Vous On n'êtes a pas tellement de d'accord faiblesses aujourd'hui que si Oui. vous, la somme des faiblesses ne fait pas une force. Parce que moi, je suis sur le terrain tout le temps. Je connais la CEMAC, les institutions, etc. Ces institutions ne marche fonctionnent pas. Bien Pas sûr. du tout. Du fait de ces faiblesses-là. Marche On pas. va y arriver, mais il faut de la Bien sûr. méthode, il faut faire les choses, Chose il faut étape mettre les par fondations étape. et aller étape par étape. On est Tout à tous fait. d'accord avec Ces vous. États sont pas Je Non, parlais vous de n'êtes la pas du partie tout opérationnelle. d'accord. Vous n'êtes pas du tout d'accord. Non, 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 non. Vous n'êtes pas du tout d'accord. Vous venez de dire à l'instant que vous êtes la nation centrafricaine Ben, dans le on cœur, on etc. part d'abord de Donc, cette construction-là, parce qu'on a essayé rien à n'a Brazzaville, ça n'a pas marché, d'autres intérêts étaient supérieurs aux nôtres, ça a Au éclaté. départ, ouais. D'accord? Je suis... Alors moi, je lance un appel aux jeunes qui nous écoutent, aux jeunes Africains qui nous écoutent. Je leur dis, dorénavant, si vous ne savez pas quoi faire, hein, si vous êtes dans la misère, dans la pauvreté, que vous mourrez au quotidien, hein, si vous ne savez pas quoi faire, vous n'avez rien à perdre, il y a une chose que vous devez faire, deux choses. La première chose, allez à ces frontières et demandez qu'elles n'existent plus. Que vous n'êtes plus camerounais, que vous n'êtes plus centrafricain, que vous n'êtes plus congolais, plus ivoirien, vous ne reconnaissez plus ces Demandez à qui? frontières. Et Mais vous il devient pouvez- quoi Première alors? chose. Mais vous Deuxième pouvez, chose- vous pouvez le faire, vous savez. Il Bien suffit sûr. d'aller en Mais ça, Centrafrique et de vous installer. Ça- Il y a ça des va gens se qui n'ont faire. pas de carte d'identité. Bien sûr. Bien sûr. Depuis mais des il faut que ça se générations. fasse. Il faut que ça se fasse. Bah Deuxième oui, chose, bah. ce que je dis aux jeunes qui nous écoutent. Mais il faut que Ils ça sont soit vraiment organisé désespérés. aussi. Oui, oui, organisé, vous allez voir. Hein? Deuxième chose, ce que je dis aux jeunes qui Je nous suis écoutent, d'accord avec qui sont vous. désespérés, qui sont dans la misère, qu'ils aillent. Pas seulement Mais ceux qui c'est sont ce dans que la j'allais misère. Pour Pas une seulement organisation, ceux qui sont dans la misère. Pas Pourquoi seulement. il faut que ce rêve soit nourri seulement de gens qui sont dans la misère? Ce n'est pas un rêve, c'est une action. Alors, ce que je demande, deuxième chose que je demande aux jeunes, qu'ils dorénavant, qu'ils acceptent plus aucune institution occidentale sur leur sol. Qu'il n'y ait plus d'UNICEF, qu'il n'y ait plus d'ambassade, qu'il n'y ait plus d'école française, qu'il n'y ait plus aucune institution occidentale sur le sol français, sur le sol africain, notamment centrafricain, d'accord? Parce que ces institutions, ce sont des bases arrière des renseignements généraux, hein, qui sont sous couvert de ces institutions, organisent tous les coups d'État qu'on voit depuis 400 ans et qui vont continuer. Mais c'est la même Voilà. chose en Ukraine. Je veux dire, Absolument. le rapport des États, c'est comme ça. Ils ont besoin de renseignements, ils ont besoin de police et de gendarmerie. C'est à D'accord. vous de Alors, vous organiser pour vous défendre. C'est- En c'est Ukraine, pas à ça nous, s'est c'est passé pas- comme ça, c'est- ça a été noyauté, Oui, oui. Poutine Oui, a oui, oui. riposté. Oui, oui, Vous ne oui, oui. pouvez pas, Moi, avec une en tout cas, moi, faiblesse, je- et dire je- on va seulement faire ça. Oui, oui. Il faut rendre opérationnel et Bien sûr. opérant les pensées. Bien sûr. Mais moi, je m'adresse aux gens qui n'ont rien. Que le père se lève le matin pour enjamber ses enfants parce qu'il ne sait pas quoi il va leur donner à manger. Que ces gens-là, que je leur sache que leur problème, c'est pas leurs voisins. Le problème, c'est qu'ils sont occupés depuis 400 ans, d'accord? C'est ça l'objet de leur malheur. Et tout ce qu'ils ont à faire, c'est ne plus reconnaître ces territoires et artificiels. Et deuxième chose, qu'il n'y ait plus aucune institution sur le sol africain, institution occidentale sur le sol africain. Et après, vous verrez. Vous Ils vont dites que s'organiser vous êtes de- centrafricain, Voilà. excusez-moi, vous dites que vous êtes centrafricain. Vous connaissez la réalité du terrain? Bon, je vous fais une simulation, que c'est d'accord? en période de On fait ensemble en laboratoire une simulation. Vous reconnaissez plus les frontières, vous enlevez les frontières. Vous savez que même quand cette frontière qui est naturelle, qui est le Dar el Kouti, les gens qui sont de l'autre côté, ils sont aussi africains comme vous. Ils vivent à 40-50 degrés à l'ombre. Vous enlevez les frontières, ils ont envie de venir prendre des terres arabes plus fertiles. Vous allez faire quoi? De l'eau. Excusez-moi, vous allez Alors, faire quoi? mais- Ils mais- Ils vont mais- venir prendre de l'eau. mais- Vous alors- savez de alors, quoi? Ils justement, viennent, vous établissez un rapport de force, vous faites quoi, vous? justement. Expliquez-moi, rendez opérationnel votre pensée. Mais, alors. Après les vous- incantations, c'est intéressant Oui, de savoir oui, qu'est-ce que mais- vous allez oui, faire. Oui, mais aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous faites là, en Centrafrique? Ces frontières ne sont pas abaissées. En Centrafrique, Alors, j'y investis, monsieur. Voilà, Vous connaissez mon nom. alors- En Centrafrique, j'y investis. Alors, vous êtes J'y pas le seul à investis. investir. Et comment J'y investis, D'accord. pas Je vous seulement réponds. Je financièrement, vous j'y réponds. investis, Je vous réponds. mes Vous temps, posez une etc. question, je vous Donc réponds. vous, moi, mon Oui, identité oui. est déclinée et le vôtre. D'accord. Vous m'avez posé une question, je vous réponds. D'accord. Hein? Vous constatez que, bon, il n'y a pas l'abaissement de frontières, vous êtes heureux? Votre peuple est heureux? Est-ce que les coups d'État s'arrêtent? Vous les avez tous La question n'est énumérés. pas là. Qu'est-ce que vous faites face à ces Mais menaces? la Qu'est-ce que vous question, faites? elle est, est-ce que vous acceptez le fait accompli de l'occupation? Je Hein? n'accepte Voilà. pas. Je fais avec. Après, Je fais mais, avec. mais monsieur, c'est normal.
Vous, en France, en Europe, quand il y a la Deuxième Guerre mondiale, d'accord, on a refusé l'occupation par l'Allemagne. Évidemment, lorsque les Allemands sont partis, il y a eu des problèmes en France. C'est normal. Mais les problèmes qu'il y a en France, je les préfère que ceux qui existent actuellement. Parce qu'on Non, peut c'est pas pas une s'en question sortir. de sentiment et de préférence. C'est une Non, question, c'est pas quand une les question gens de- ont refusé l'occupation, ils avaient des alternatives en termes d'organisation. Le vôtre, Eh c'est oui. quoi, Mais, monsieur? mais Ça les m'intéresse, alternatives, parce que ça m'intéresse aussi d'avoir, on est là mais pour bien sûr, échanger, pour mais avoir on a- des on a idées que- mais bien alternatives. sûr. Moi, Mais j'aimerais être absolument. alimenté par la vôtre. Mais Tout bien simplement. sûr, écoutez, vous verrez, ça va s'organiser tranquillement. Et il y aura des frictions, c'est normal dans toute organisation humaine. Mais c'est des frictions qui seront à la hauteur d'une société humaine. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, comme on est occupé, comme on est occupé, les problèmes que nous avons, on peut pas trouver de solution. Donc, il suffit d'enlever l'occupation, on va trouver les solutions. Mais Mais on peut imaginer qu'en enlevant l'occupation, on peut avoir une organisation alternative. Est-ce que ça, vous le concevez? En tout cas, ça nous donne une perspective. Parce que là, aujourd'hui, vous faites ce que vous voulez. Investissez, allez, investissez en Centrafrique. Mais vous serez toujours occupé. Et vos investissements seront des investissements de court terme. Ce sera toujours, vous verrez, ça va tourner. Qui n'a pas investi en Côte d'Ivoire? Il y a beaucoup de gens qui ont investi en Côte d'Ivoire. Vous voyez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, comment elle est? Voilà. Parce qu'elle est occupée. Mais je peux pas de C'est pas dû à perspective et de l'occupation, stabilité. monsieur. C'est pas. Il y a bien des Ah, c'est pays dû à qui se quoi? sont développés. C'est pas dû à. Il y a des pays qui se sont développés dans le schéma que vous avez dit, qui ont hérité des frontières, qui ont géré, etc. C'est pas ça. Je veux dire, le problème principal, un problème complexe n'a jamais qu'un seul vecteur. Vous le savez très bien. Un problème, il n'y a jamais qu'un seul vecteur. On essaie de prendre les vecteurs principaux, de les adresser, de les réduire et de créer de la valeur ajoutée. C'est ce qu'on fait. C'est responsable. On ne peut pas dire, bon, tabula rasa, et après on verra, et puis l'imagination des gens vont souffrir. Mais non. Non, François, je pense qu'il faudrait dans ce débat être positif. Les populations africaines souffrent énormément, que nous n'avons pas le droit de donner des solutions trompe-œil. Je ne pense pas du tout qu'aujourd'hui, un Gabonais qui veut aller, par exemple, à Malabo, ait besoin d'un passeport ou d'une carte d'identité. Malheureusement, ça c'est la réalité. Pareil pour le Congolais qui veut aller au Cameroun. Malheureusement, ça c'est la réalité. Donc, déjà, demander à ce qu'on puisse abattre les frontières, c'est peut-être un objectif qu'il faut tendre vers, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et pas en temps de crise. Il faudrait que... Alors, quel est votre prénom, monsieur? Excusez-moi. Pokomandji. Comment on dit, voilà. Pokomandji. Vous savez, merci. Vous savez, ça fait 400 ans que l'Afrique est occupée. D'accord? Donc, il serait temps quand même, au bout de 400 ans, je pense qu'on ne peut pas encore attendre. D'accord? Donc, ce que je dis là, mais vous savez, les gens, encore une fois, au quotidien qui souffrent, vous allez voir, ça va se faire naturellement. À partir du moment qu'ils vont comprendre que leur malheur, c'est pas le voisin, comme les Hutus et les Tutsis croyaient que leur Mais malheur... comment c'est ils le vont le voisin. faire? Et par ailleurs, par ailleurs, vous faites une erreur quand vous dites, en fait, vous n'avez pas écouté l'émission. Quand vous dites ça fait 400 ans que l'Afrique est occupée, c'est faux. Vous oubliez les périodes des razzias, etc. Exactement. Quand on veut prendre ça les fait choses, combien- il faut ça fait prendre plus- les ça fait plus de enracinements. 400 ans. L'Afrique a été toujours convoitée depuis quand Moussa a été envahi. Même, on trouve aujourd'hui des documents où les Chinois sont venus sur les côtes, mais ils n'avaient pas cette intention. Mais les deux D'accord. masses d'invasion, c'est des razzias et la colonisation occidentale. Vous ne pouvez pas dire ça fait 400 ans. C'est une Ça fait hérésie combien- ça fait combien d'années didactique. Allô? Ça fait combien d'années? Mais depuis Et les 1000 razzias ans. arabes, 2000 vous ans. calculez, 2000 ans, vous au calculez, moins, monsieur. Au moins 2000 ans. Vous calculez, François. On est d'accord, au moins 2000 ans. Donc, Au moins. Ben voilà. on est d'accord. Il serait temps quand même, au bout de 2000 ans, quand même, de se dire quand même... on Mais est occupé. oui, mais, On va mais, voir, on mais va ce voir. qui est intéressant, c'est que la configuration que vous avez soulevée, elle a existé quand les razzias sont arrivés. Bien entendu. Cette configuration-là existait, François. C'est une Pas de question de frontières. Il y avait pas responsabilité de frontières. d'avoir suffisamment de connaissances Il n'y avait pas de pour frontières. pouvoir faire des projections, parce que comme on ne risque pas, on met en danger ce qu'on veut exposer. Et la responsabilité oui, mais impose ce- aujourd'hui une éthique Oui, mais que les gens les plus responsables, Ce que les vous dites là, plus ce que vous qui dites ont les éléments nécessaires pour faire des projections, et eux-mêmes, ils sont capables de risquer, eux et leurs enfants. C'est ça la Oui, mais responsabilité. ce que vous dites là, monsieur, ça me fait penser à l'Europe d'aujourd'hui qui se construit, et qui ne va pas fonctionner, parce qu'elle ne tient pas compte de la sociologie des gens. C'est tout simple. C'est tout simple.
c'est mécanique. Donc aujourd'hui, on ne peut pas tenir ces frontières. Les frontières qui existent aujourd'hui, Centrafrique, Cameroun, etc., ça tient parce que l'occupant les tient. On ne dit pas qu'il faut maintenir les frontières. Aujourd'hui, vous Alors, enlevez les frontières, vous aurez une situation pire. Oui. Les simulations ont été faites. Non, Vous aurez une non. situation pire que ce que vous, Non, alors, vous voulez il y a- faire. Donc faites les mais- choses dans vous l'étape. pensez- On ne peut vous pas pensez- faire des choses par incantation. On n'est pas dans un mais- système de mais- gouvernement des chamans ou des sorciers qui Voilà. lancent des incantations Vous- et puis les gens vous- doivent vous- suivre. mais- Il faut monsieur, démontrer vous pensez- avec des éléments concrets la direction que la population doit D'accord. prendre. Et Alors, pas des vous me incantations. Vous vous dites concrètement que si on a les frontières, la situation va être pire qu'aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez dire, monsieur, hein, C'est pas que je dis, ça a été démontré. attendez, Vous faites des je termine. incantations. je termine. Je pas- vous en si prie, voulez, terminez. D'accord. Merci, c'est gentil. Mais c'est pas grave si je fais des incantations. Mais en tout cas, vous, concrètement, vous pouvez dire qu'il peut y avoir pire que ce que nous vivons depuis l'esclavage? Monsieur, vous pouvez dire ça? Il n'y a pas pire. Ce que nous vivons depuis 400 ans, depuis l'esclavage, je parle, la déportation et la mise en esclavage, il ne peut pas y avoir pire. Le chaos. Parce que les gens ne savent pas qu'est-ce que la traite négrière et l'esclavage. On n'en parle pas. Mais un jour, j'espère qu'on fera une émission concrète sur cette radio, hein, pour que les gens sachent exactement ce qui s'est passé. Hein. C'est le chaos total. Il ne peut pas y avoir pire, monsieur. Je suis désolé. Hein. Donc, aujourd'hui, comme je vous ai dit, dans l'émancipation des civilisations, hein, c'est normal, quand il y a ce chaos de l'occupant qu'on a connu depuis plusieurs années, plusieurs siècles, il est normal qu'il y ait des périodes de friction et de mise à niveau, c'est normal. Mais ça ne peut pas être pire, monsieur, que c'est Non, certaines années passées. ce que Ça je peut vous, pas être ai- pire. ce que je vous ai dit, du point de vue didactique, vous faites des mélanges. Il y a des Européens qui ont été esclaves. Vous voyez, les premiers nègres en Amérique, c'est pas des Noirs, c'est des Irlandais. Nègre, ça veut dire de négus. Il faut que vous, quand on sort des idées, on maîtrise les éléments ontologiques de ces idées-là. Les premiers nègres, c'était des Irlandais. Après, on a voulu utiliser des Indiens. Comme il y avait beaucoup de morts, il y a eu la controverse de Valladolid. Pour des questions d'intérêt, on a choisi des Africains. D'accord? Il y a eu des Européens qui ont été esclaves des Arabes quand les Arabes étaient puissants, etc. à Angers. Il y a eu des toutes ces populations ont été des esclaves, ont été maltraitées, etc. Quand Attila fond sur l'Europe, etc. Aujourd'hui, on a fait des études. 80% des Occidentaux, ils ont des ADN mongols. Parce que les Mongols, quand ils passaient, ils se reproduisaient par les femmes, ils passaient, etc. L'histoire du monde est une histoire violente. Maintenant, on doit évoluer et on doit laisser le sensationnalisme être Un responsable. instant, François. Surtout s'il te plaît. quand on est centrafricain. Ok. Alors, François, ce sera ta conclusion parce qu'il y a Marie-Louise qui attend depuis plus de 18 minutes en antenne et il y a Bertrand aussi qui souhaite intervenir. Donc voilà, on va. C'est Voilà. important ce point, Lissandre, et je termine après. Tu termineras là-dessus. Très bien. On t'écoute, François. Ok, parfait. Alors, là, monsieur, vous faites une confusion. Il faut que les auditeurs entendent ce que je veux dire. Vous faites une confusion. Il y a ce qu'on appelle l'esclavage et ce qu'on appelle la déportation des Africains. C'est pas pareil. L'esclavage, le blanc a fait esclave le blanc a fait esclave le noir a fait esclave le noir, et le noir aussi a fait esclave le blanc. Ça existait en Afrique. On les appelle les Mensa. Ils avaient des pages blancs. Ça, c'est l'esclavage. Ce qui nous est arrivé, nous, Africains, c'est la déportation. Et la déportation. C'est-à-dire, il y a un texte qui a été émis par un pape, qui s'appelle le pape Nicolas V, Tommaso Parantuccelli de son nom, et dans cette bulle du pape du 8 janvier 1454, il explique pourquoi aller déporter les Africains. Tout à fait. Si vous voulez, c'est un petit peu l'équivalent de Mein Kampf, d'accord? Donc la différence avec l'esclavage, c'est que l'esclavage, un jour, l'esclave peut devenir roi. Tandis que dans la déportation de la traite négrière, c'est illimité, c'est à Je suis vie. d'accord avec vous. Voilà. Deuxième chose, dans la déportation des Africains, c'est parce qu'il est noir qu'il est déporté. L'esclavage concerne tout peuple, noir ou blanc. Tout à fait. C'est ça la grande différence. Et la troisième chose, c'est que ce que nous avons vécu, nous, Africains, c'est une idéologie, c'est une préparation. Parce que le pape Nicolas V, avant, ils se sont réunis au moins 10-15 ans avant pour décider cette déportation. Et cette déportation a eu lieu en mars 1454. Christophe Colomb avait 2 ans. Donc, c'était pas pour aller défricher les terres en Amérique, comme dit les africanistes. Les africanistes, ce sont les historiens européens qui ont décidé de l'histoire de la traite. C'est ça, les africanistes. Mais Christophe Colomb avait 2 ans. La première déportation a eu lieu en mars 1454. Alors, pourquoi aller déporter les Africains? Vous avez la réponse dans la bulle du pape, le 8 janvier 1454, que vous trouvez dans un ouvrage qui s'appelle « Le péché du pape
contre l'Afrique. Je conseille aux auditeurs de le lire et là vous serez éclairés. Je vais le lire. Je ne connais pas ce bouquin. Je vous remercie de cette référence. C'est de qui? Nicolas, pape Nicolas V. C'est de Hassani Fassassi. Voilà. Parfait. Je vous remercie. Merci pour la contribution. Merci François pour la discussion très intéressante. Alors je ne sais pas si vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit par François ou si on accueille Marie-Louise. C'est une information très intéressante pour moi. Voilà. Très bien, mais on accueille Marie-Louise qui attend depuis un long moment elle aussi en antenne. Salut Marie-Louise. Marie-Louise a trop attendu. Hein. Eh oui, elle attend depuis longtemps. Désolée Marie-Louise. Désolée. On t'écoute Marie-Louise, bienvenue à toi. Ouais, franchement, parce que j'aime mon pays, c'est pour ça. Hein. C'est bien, c'est bien. Ah ben, il y en a qui rigolent, là, ils m'ont reconnu. Oh, c'est à la hauteur de l'attente, Marie-Louise. Bonjour. Bonjour. C'est pas encore mon tour. Si, c'est à toi, on t'écoute. Bertrand, il a monopolisé l'antenne et puis moi... Non, c'était François. C'était François. Vas-y. François, bonjour. Bonjour. Non, en fait, je vais être très, très brève. C'est déjà vous dire merci parce que la qualité des intervenants, la qualité des sujets et le débat était vraiment très enrichissant, même si certaines personnes qui ont appelé, bon, pour moi, leurs idées relèvent plus de la fiction. Ce qui a fait que je prenne la décision de vous appeler, c'est après l'intervention de la seule dame qui est parmi vous, je crois qu'elle s'appelle Winnie, j'ai entendu dire. Winnie Wango. Bon, Winnie, voilà. Elle a dit quelque chose qui est allé droit vraiment à mon cœur parce que c'est exactement comme cela que je vis avec mes enfants qui ne sont pas nés en Centrafrique, mais qui vivent ici en France. Et nous, on essaie de leur transmettre, c'est-à-dire la transmission. Je voulais qu'on insiste sur cette transmission de nos cultures à nos enfants pour les équilibrer dans leur vie. On a toujours dit savoir d'où on vient, mais on sait où on va. Et savoir d'où on vient, c'est pas juste savoir qu'on est de nationalité, d'origine de tel pays, mais c'est aussi être fier, pouvoir être fier de sa culture. Alors, si on ne leur apprend pas à aimer leur pays, ben personne ne le fera. Tout à fait. Mon deuxième point, c'est que, en fait, il ne s'agit pas que des enfants nés hors de la République centrafricaine, même lorsqu'on y retourne, ceux qui sont sur place sont encore moins au courant de ce qui se passe dans nos cultures, ne fût-ce que dans l'enseignement civique, parce que tout cela a été abandonné. Alors, je profite de cette occasion pour interpeller M. Bokomanji Soni qui est là en tant que membre du CNT. Est-ce qu'il ne serait pas temps maintenant de penser à intégrer, mais d'une manière obligatoire, on va dire, quelquefois il faut prendre des décisions, dans dans les écoles, dans tout le système scolaire, l'enseignement civique, apprendre aux gens à être corrects. Je veux dire, on va à l'église, être civique, c'est exactement la même procédure. Il ne s'agit pas d'oublier qu'il faut... on salue son drapeau, c'est bien, mais on aide aussi quelqu'un qui traverse la rue, une vieille personne. On ne marche pas sur les pieds des personnes âgées. Enfin, un tas de choses que vous et moi connaissons bien. Alors, c'est pour cela que j'interviens, moi. C'est pas pour inventer le monde, là, en quelques minutes, mais toutes ces petites choses qui font qu'on va bâtir un pays meilleur. Voilà. Merci. Merci Marie-Louise pour ton interpellation. Je le note, mais comme nous l'avons dit tantôt, ce que nous vivons aujourd'hui devrait nous donner l'occasion, l'opportunité, effectivement, de rebondir. Et à cette occasion, nous reprendrons, nous allons refonder la formation, l'éducation en termes généraux. Et de ce point de vue, ça, ce sont des propositions qu'il va falloir que nous en tenions compte parce que nous avions perdu nos valeurs, nous avons perdu une bonne partie de nos traditions. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de la crise centrafricaine en termes de crise interconfessionnelle et malheureusement, on parle de deux religions qui sont des religions importées.
Eh bien, Moi, oui. moi, je suis, je Ben oui, suis, il faut respecter tout le monde. je suis pas croyant, je suis libre penseur, mais je pense que on avait Ngakula, on avait les, nos féticheurs, nous avions beaucoup de choses qui existaient dans nos pays et nous les avons abandonnées au Bien sûr. profit de l'extérieur. Donc, il va falloir encore une fois, en nous réappropriant l'histoire de notre pays, essayer de voir comment nous pouvions réintégrer justement toutes ces valeurs-là et les valeurs de l'éducation. Un jeune qui aujourd'hui doit aider une personne âgée qui traverse. Moi, je me rappelle quand j'étais tout petit, il était inimaginable que nous puissions traverser une concession privée. Ce n'est pas Bah oui. possible. Même s'il n'y avait pas de aide, des machins comme ça, il était inimaginable que nous puissions traverser ça. Aujourd'hui, malheureusement, la plupart des jeunes qui ne sont pas encadrés, mais c'est aussi de notre responsabilité, n'ont plus ces valeurs-là. La seule valeur qu'ils ont aujourd'hui, c'est de rechercher à trouver l'argent par tous les moyens, L'argent, voilà, l'argent par voilà. tous les moyens et malheureusement parfois en prenant les armes. Donc ce sont aussi des victimes et ce sont des cibles que les gens peuvent effectivement facilement instrumentaliser. Mais voilà, alors moi je voulais que ce soit acté, mais que ce soit effectif, parce qu'on est plusieurs à avoir cette bonne pensée, mais à un moment donné, il faudrait que quelqu'un prenne la décision que, ok, maintenant c'est obligatoire dans tous les programmes d'enseignement, que ce soit public ou privé. Mais il n'y a pas qu'en Centrafrique, en fait, il faudrait que ce soit dans tous les pays de la sous-région. Hein, voilà. Et, puisqu'on est plusieurs à avoir de très belles idées et à partager, j'aimerais bien en off, à un moment donné, avoir les contacts de Winnie, parce que j'aimerais bien la rencontrer pour discuter sur un autre terrain. Il n'y a pas Voilà. de souci. Il n'y a pas de Plus souci. tard. Donc, Mais les personnes, il y a Philippe avec vous, il y a Pokomonji, ils savent comment me joindre. Donc, D'accord. à tout moment, ils peuvent vous faire en sorte qu'on se retrouve. Il n'y a pas de souci. Et je dis aussi, souhaiterais- j'en profite pour aussi dire bonjour à Philippe Lungola. Merci. Voilà. Ce que je souhaiterais dire à Marie-Lise, Oui. je pense que il faut, ça a toujours été ma perception, je pense qu'il faut j'ai une conception élitiste, je pense qu'il faut que les gens s'organisent pour prendre la main avec une vision et opérationnaliser les idées. Aujourd'hui, moi-même j'ai failli par inaction, parce que je croyais à un certain moment que ceux qui nous dirigeaient étaient capables d'adresser les questions de manière efficace. Et je pense qu'on doit se mobiliser centrafricains de partout pour cristalliser des éléments de valeur, parce que je répète encore, la somme des faiblesses ne fait pas une force. Au contraire, on doit chercher les éléments forts et les organiser autour des refondations, pas seulement de l'éducation, de tous les secteurs, de l'économie, de la culture, Absolument, etc. etc. La d'accord. question se pose en ces termes. Et ce n'est pas seulement de la Centrafrique qu'il s'agit, c'est quasiment de toute la région et de toute l'Afrique centrale. Je reviens encore à quelque chose, puisque la Centrafrique, il est important de comprendre que la Centrafrique fait partie d'une région. L'Afrique centrale est la région la plus riche en Afrique. Peut-être une des plus riches du monde aussi. C'est aujourd'hui entre 80, RDC, entre guillemets, Zaïre compris, c'est entre 80 et 120 millions de personnes. L'Afrique de l'Ouest, c'est 370 millions d'habitants. Afrique australe, avec des corrections si vous voulez, 270, j'en suis pas loin, etc. Cette région, la première richesse de l'Afrique centrale, dans la Centrafrique et le barycentre, et si on revient, la Centrafrique, c'est en fait l'Afrique centrale, dans l'idée de Boganda. À peu près, grand chose. C'est 30% de réserve d'eau potable mondiale, la première des richesses. Avec une terre cultivable, dans 1 à 3% cultivée. Oh oui. Encore avec les intrants. Vous voyez la progression dans l'économie du monde. Vous avez le point d'interrogation pétrolière. Golfe du Cabinda, Golfe du Congo, Golfe du Gabon. Vous passez par Kribier-Doba, vous arrivez par Boromata. Voilà. Et si les gens se rappellent, je donne seulement quelques précisions. Si les gens se rappellent, cette société existait déjà au temps de Boganda, et j'ai retrouvé les archives dans les archives de mon grand-père avec les échanges avec Boganda. Ça s'appelait la Société pétrolière de l'AEF.
Désolé, Marie-Louise. Non, Ouais, mais je continue, continue. Elle a été coupée par la Ça technologie. s'appelle Continue. la société pétrolière de l'AEF. Mais regardez comment la société pétrolière de l'AEF s'est déclinée. Après, vous prenez la forêt. Deuxième forêt équatoriale après l'Amazonie. Vous y ajoutez les autres richesses, les métaux rares, le colombium, dont quasiment 80% se trouvent dans cette région. D'accord? Après, vous ajoutez le reste. Vous prenez ces éléments-là, vous faites une extraction, une extrapolation à l'échelle du marché, à l'économie monde. Il y a de quoi à envoyer ces 120 millions, si vous voulez doubler même 240 millions, à les éduquer, à leur donner à manger, etc. Comment ça se fait qu'on se trouve dans cette situation? Vous voyez? C'est sur des paramètres simplement minimaux, minimalistes, excusez-moi, de cette construction, minimaliste, on se dit, il y a un gros souci. Et quand on ramène ça à la Centrafrique, c'est encore plus flagrant. Voilà ce à quoi je voulais, et j'aimerais qu'on parle d'économie avec des éléments factuels, et de parler éventuellement de sortie de crise, et de parler de la situation actuelle, si vous le voulez bien. Oui, et justement, je le disais il y a quelques instants, c'est une des régions, même les plus riches d'Afrique, certes, mais les plus riches du monde. Et l'Afrique centrale, au sens large, cette région pourrait être une sorte de paradis retrouvé. C'est vraiment d'une Exactement. beauté. Quand on voit, je regardais récemment encore un reportage sur le Congo, quand on voit la beauté de ces forêts, de cette jungle, c'est époustouflant. Et on se dit comment les gens qui vivent sur ces terres peuvent être aussi pauvres, peuvent avoir autant de difficultés à s'en sortir, Exactement. alors qu'ils vivent dans un peu l'Éden, quoi. On peut le voir comme ça. Exactement. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Les gens n'ont Oui. pas toujours été pauvres en Afrique. Il faut dire qu'aussi tout à fait. l'introduction de l'économie de marché cas, a ils le tout sentent. changé. Mais ils le Tout à fait. sentent Donc, actuellement. oui, actuellement, Ils le bien sentent. sûr, Donc, bien sûr. regardons l'avenir, à partir Donc, de maintenant. Et alors justement, pour sortir un peu des solutions simples, hein, on dit souvent il n'y a pas de solution simple à des problèmes compliqués. C'est un peu ce que je pensais quand François intervenait tout à l'heure en disant il suffirait de casser les frontières et on s'en sortirait. C'est malheureusement, idéalement ce serait beau, mais malheureusement, comme vous le disiez, on ne peut pas, c'est pas une pensée qui s'inscrit dans une action, dans un mouvement, parce qu'elle est trop irréaliste quelque part, trop utopiste. Donc justement, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce que les Africains pourraient faire de réaliste, quelque chose qui est accessible immédiatement pour aller vers une amélioration de la situation, une amélioration générale de la situation. Évidemment, il faut sortir d'une manière ou d'une autre de l'économie de marché, et ça, il n'y a pas que l'Afrique qui en est victime en plus, hein, c'est un peu le problème mondial à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour... Aujourd'hui, on peut choisir plusieurs axiomes et partir là-dessus. On peut sortir de l'économie du marché. On rejoint Samir Amin, on dit la théorie de la déconnexion. Depuis Samir Amin, personne n'a appliqué la théorie de la déconnexion. Il y a eu des tentatives. Après, on dit, on fait les vieilles théories de développementalistes, on dit, on fait du développement endogène ou de l'industrie industrialisante avec ses déclinaisons. On a vu l'Algérie. Ok. Bon. Je vais dire, on peut rester beaucoup dans des cas d'école et dans les laboratoires. Donc on va discuter longtemps. Aujourd'hui, j'en suis revenu puisque j'étais chercheur au CNRS dans les modélisations économétriques, tout ce que vous voulez, etc. Maintenant, je veux des solutions parce que mon peuple veut des solutions immédiates et opérationnelles. Donc je dis, je fais avec les matériaux que j'ai à ma disposition. Donc, je suis dans l'économie monde, tout simplement. Maintenant, les problèmes complexes, pour les adresser, il faut les découper en petits morceaux et commencer à traiter ces questions et finalement à chercher des efforts catalytiques, etc. Donc, fondamentalement, les problèmes en Centrafrique, c'est quoi? C'est des problèmes de sécurité, c'est des problèmes économiques, c'est des problèmes de projection dans l'avenir. Donc, si je prends ces paramètres simples, ces trois paramètres-là, je dis aujourd'hui, les Centrafricains sont capables d'adresser ces trois paramètres. Et je ne fais pas que le dire. Aujourd'hui, si on veut adresser, ça veut dire que les études qu'on fait, Ilondo, etc., montrent que pour au moins apporter des solutions en termes de sécurité, il faut un investissement à peu près d'1 milliard, à plus ou moins 20%, etc. 1 milliard d'euros ou de dollars, ok, 1 milliard d'euros. Donc, Ilondo et les gens qui ont réfléchi estiment qu'avec aujourd'hui 3 milliards, on peut sortir de la situation dans laquelle s'inscrit la Centrafrique.
Pourquoi 3 milliards? Parce que dans les projections, on ne va pas rentrer dans les chiffres, il faut 1 milliard pour la sécurité, 1 milliard pour relancer la machine économique, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de ressources, et 1 milliard pour se projeter dans l'avenir, pour capitaliser, avoir de quoi à effectuer un développement catalytique des autres facteurs. Donc, ceci étant posé, où vous allez trouver ces 3 milliards? Mais on a des actifs, on connaît le processus de nantissement, par exemple. On a des actifs miniers, on a Boromata, on a Dacima, on a des mines qui sont vendues. Je reviens encore à la génération de nos parents, ces gens extrêmement lucides qui nous ont mis dans ce pétrin, qui passent leur temps à négocier des actifs valorisants pour s'acheter des petits appartements à Paris à 10 millions, etc. Vous voyez? C'est pas seulement la Centrafrique, on a eu le cas au Congo ou dans d'autres pays, etc. Donc si on prend ces actifs aujourd'hui, on peut les nantir. Ça veut dire le nantissement, c'est quoi? C'est que vous avez un bien, vous allez voir quelqu'un qui a de l'argent, vous dites, écoutez, vous me donnez des contre-valeurs, si dans telle période de temps je ne vous rends pas l'argent, etc., vous gardez l'actif, donc vous bénéficiez. Mais pendant que vous avez l'actif, vous pouvez l'exploiter. Donc si on fait un nantissement aujourd'hui, je suis sûr qu'on peut lever les 3 milliards nécessaires pour rentrer dans un programme. Mais après, vous allez me dire, non, avec la corruption, etc., ça ne marchera pas. Mais bien sûr, il y a des mécanismes. On ne va pas lever les 3 milliards à les donner. Là, je vais vous dire, il y a de fortes probabilités que la génération de nos parents tombe dessus et puis font autre chose avec. Vous voyez, Winnie est en train de rigoler. Mais c'est sérieux. Donc, on va trouver des mécanismes équilibrés, sorte de conseil d'administration, etc., pour avoir la société civile, les différentes parties prenantes, pour décider de l'orientation et faire le suivi de ce... Et là, les interlocuteurs qui criaient, on va dire, non, effectivement, on peut créer une sorte de commission pour l'allocation de cet argent, de cette gestion. Parce que on va utiliser le dernier tiers, pour mettre en place ce qu'on appelle des juniors dans le domaine minier, qui sont capables de continuer notre exploration et de dégager de la valeur, rembourser les nantissements et récupérer nos actifs. Parce que le but, c'est ça. C'est aller mettre à gage quelque chose qui va nous permettre de sortir de cette situation, mais c'est aussi des risques. Donc pour gérer ces risques, on ne va pas mettre toute la bourgeoisie administrative et kleptocrate à la manette pour pouvoir encore hypothéquer doublement notre avenir pour dire, ah oui, on a eu des idées un peu fumantes. Donc, il faut mettre en place des mécanismes de contrôle, etc., pour continuer ce processus. Et dans les 10 ans, je pense qu'on pourra sortir de cette situation. Et rendre aux citoyens centrafricains les bénéfices de ces terres et de ces mines qui sont sur leurs terres. Exactement. Et éviter d'aller brader voilà. par des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'ils sont en train de faire ou qui finissent dans des négociations dont ils n'ont aucune capacité, ni aucune connaissance, ni la culture nécessaire, etc. Et qui contre une valise de billets ou un bel appartement en France. C'est tout à fait ça. Mais c'est assez intéressant de faire une sociologie. Oui, tout à fait. Je vous parlais de ces triptyques. Fondamentalement, nos parents sont restés très administratifs. Ils en finissent tous, qu'ils soient dans l'armée, une armée qui a complètement failli, qui n'a pas eu, malgré qu'ils ont été des généraux, des officiers, etc., qui n'ont pas eu des réponses à cette situation. Pas parce qu'ils n'avaient pas la capacité, mais pour une autre sociologie, on pourrait y revenir. Donc, c'est des administratifs. Bien sûr, une partie des Centrafricains qui sont restés à l'extérieur ont dû se débrouiller tout seuls du fait de plusieurs combinaisons de phénomènes, la dévaluation, ils ont compris très vite qu'il fallait se prendre en charge. Donc ils se sont autonomisés et ils se sont privatisés. Mais en même temps, quand ils se privatisent, il y a un effet d'éviction, ils ne peuvent pas s'occuper du pays. Ils ont cru qu'en laissant ceux qui sont là-bas, mais ils ont mal géré. Donc ils génèrent une autre génération qui a besoin d'être réintégrée en Centrafrique. Vous voyez, on revient toujours à ce triptyque-là. Donc cette génération aujourd'hui, ça ne veut pas dire que cette génération a la science infuse. Il y a des gens de l'autre génération aussi qui ont les capacités. On doit mobiliser toutes ces ressources de ce triptyque, mais en trouvant les éléments de valeur pour créer cette construction pour l'avenir. C'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, et passer au-delà des religions, que ce soit des musulmans. On a des musulmans qui sont de grande valeur chez nous. On a des chrétiens qui sont des médiocres, etc., aussi de grande valeur. Donc, mobiliser, et des femmes, des hommes, et fondamentalement,
effectivement, en Centrafrique, la Centrafrique a toujours eu des femmes de grande valeur, mais qui s'ignorent souvent, et qui réapparaissent en période de crise, ou etc. Et dont certaines femmes aussi, qui sont aussi de médiocre valeur. Mais on pourra en parler, il n'y a pas de souci. Oui. Oui. Avant que j'intervienne sur le plan économique, j'aimerais tenter d'amener une réponse à une des auditrices qui a posé la question sur l'intervention Sangaris en Centrafrique. Tout à fait, Pour c'était que- Léa tout Léa. à l'heure. Oui. Voilà, Léa, Oui. pour qu'on ne puisse pas oublier. Euh, D'emblée, je voudrais dire que s'il n'y a pas eu l'intervention Sangaris ou l'intervention de la MISCA, c'est-à-dire les forces africaines, la situation aurait été pire. Pour autant, je crois que l'armée française a commis des erreurs, de mon point de vue. D'une part, il y a eu la sous-évaluation de la capacité de résistance des Séléka et des moyens militaires, notamment les armements qu'ils ont. Et d'autre part, la mauvaise analyse qu'on a faite, que l'armée française a faite des anti-Balaka. Il faut dire que ces anti-Balaka, je l'ai dit tantôt aussi, qui était un mouvement de résistance, a eu au départ le soutien de l'armée française. Et malheureusement, cette analyse n'a pas été approfondie, notamment l'éventualité de l'instrumentalisation de ce mouvement-là par les politiques et notamment la garde présidentielle avec l'ancien président Bozizé. Donc aujourd'hui, l'opération Sangaris a 4 mois. Je pense que d'ici 1 an, il va falloir faire le point. L'armée française, comme la MISCA, n'a pas assumé totalement sa mission jusqu'alors. L'armée française et la MISCA qui interviennent sous mandat des Nations Unies a, entre autres, pour mission de protéger les populations civiles. Il s'est trouvé malheureusement, il y a eu beaucoup de cas où il y a eu des exactions, il y a eu des tueries, il y a eu des brimades, alors que les militaires français étaient à côté ou les militaires africains étaient à côté, malheureusement. Et ça, ce n'est pas bon. Acceptable. Voilà. Deuxième chose, l'armée sangariste s'est contentée beaucoup au niveau de la capitale. Mais ça, c'est peut-être dû au fait qu'ils n'étaient pas très nombreux et les villes de province ont été abandonnées. J'ai jamais compris que l'armée française puisse aller pour dégager les Séléka à Sibut et qu'ils se sont transformés en diplomates. C'est la première fois que je vois que des militaires français sont des diplomates, ils négocient avec les rebelles Séléka et ils les poussent à aller dans le nord avec armes et bagages. Là aussi, c'est des choses que nous ne comprenions pas. Donc, l'armée française a apporté en partie une sérénité au niveau de la situation, a bloqué au moins un peu, sinon la situation aurait été pire, mais je pense honnêtement que globalement, c'est en deçà de ce que nous attendions. Winnie Ewango. Oui, je voulais juste répondre à la question de M. Pokomandi qui se demandait pourquoi l'armée française était cantonnée, était restée au niveau de Bangui. Oui. Moi, j'ai posé la question à M. Lecani, qui est en charge des affaires africaines au Quai d'Orsay. Et il m'a répondu que, en fait, le but de Sangaris, c'était vraiment de se concentrer sur Bangui, de faire la police et de faire en sorte qu'il y ait très vite la sécurité et que l'appareil étatique redémarre. C'est vraiment le discours qui a été dit et répété et ils se sont tenus vraiment à ça. C'est un échec Mais- alors. Malheureusement, Mais oui, mais bon, après ça a été un échec puisque Tout à fait. on a vu concrètement, ils ont dû quand même, ils ont eu à se déployer après en province parce que la situation a été intenable, quoi. Oui, peut-être une erreur de calcul d'ailleurs de la part de l'armée de penser Mm. pouvoir remettre l'État en route en simplement se concentrant sur la grande ville. C'était peut-être une erreur stratégique. Alain Seigneur, sur cette question. Oui, d'abord, moi je crois que c'est une opération de police peut-être qu'il fallait faire et on n'en voit pas l'armée dans ces cas-là. Oui. Deuxièmement, ils ne sécurisent même pas l'aéroport parce que l'aéroport, c'est le plus grand camp de réfugiés de Bangui. Hmm. Hein, c'est même plus aux normes internationales du Pas du tout. tout. Les avions n'auraient plus du tout se poser. Ça. Et je pense que c'est pas une erreur. On est dans une situation, il faut que les Africains comprennent et les Centrafricains comprennent. On est dans une situation, dans un cas où on fait de l'optimisation sous contrainte. Les Centrafricains le font, les Africains le font, les Français le font, les Européens, tout le monde fait de l'optimisation sous contrainte. On prend le premier cas qui est le Mali, qui est un cas d'école. D'accord? Vous utilisez la théorie des jeux, vous modélisez, etc. Le Mali, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les
les Africains ont vu les menaces, ils ont commencé à s'organiser. Mais ils s'organisaient autour des états-majors. Mais les différentes forces ont compris, les forces belligérantes, entre guillemets négativistes, ils ont compris que c'était une réunion d'état-major. Et dans la théorie de l'école de public choice, ces gens-là s'intéressent qu'à leur reproduction et à leur perdième. Ils savaient bien qu'ils n'allaient pas trouver des solutions. Parce qu'ils sont tellement bien payés dans ces institutions qu'ils ont tout intérêt à renouveler les réunions, etc. C'est devenu un jeu. Et ils ont compris que même s'ils attaquaient, Bamako, personne n'allait bouger. C'est ça que les Africains, les citoyens africains doivent comprendre comment marchent les mécanismes de fonctionnement de leur État. À ce propos, il faut aller voir l'intervention d'un haut dignitaire du Quai d'Orsay. Vous pouvez le vérifier sur Internet. Didier Bigot. C'est pas Didier. Bigot. Ah, Bigot. Bigot. Quand Bigot a intervenu, il a expliqué, il a été viré par Laurent Fabius. Vous pouvez le vérifier sur Internet. Il a expliqué les mécanismes. Et si vous prenez les propos de Bigot, vous appliquez en Centrafrique, c'est la même chose. L'honorable Pokomandji est là, mais il sait comment fonctionne. Ces dignitaires kleptocrates, cette bourgeoisie administrative qui, selon Cabral, doit se suicider pour que ces pays puissent renaître. Ça veut dire que c'est une incompatibilité de leur existence avec le développement de ce pays. Donc, je parle de l'optimisation sous contrainte. La France a une image à tenir. A un ancien élément de son empire contraint et forcé, je vous parle de l'attaque qui leur a forcé la main, et le lendemain ils y étaient, contraint et forcé, devait tenir son rôle en attendant d'appeler les autres. C'est ce que la France a fait, mais il a fait de l'optimisation sous contrainte. Il savait très bien que ça n'avait pas marché. Et par ailleurs, la France, elle n'est pas unitaire. Elle est composée d'ici, je parle de triptyque comme chez nous, d'autres choses. La France, c'est quoi la France? La France, en Afrique, ou si vous appelez Franc-Afrique, c'est des barbouzes, des militaires. C'est des diplomates, c'est le CEAN, les entreprises, qui, en passant, pour rigoler, ils ont demandé à l'AFD de pouvoir utiliser la diplomatie économique pour qu'ils gagnent les marchés. Vous voyez? C'est les ONG qui vivent aussi de tout ça. Il faut regarder comment ils fonctionnent en Centrafrique. Et ils sont bien heureux qu'il n'y ait pas une administration centrafricaine à l'heure actuelle capable de mettre en place des gens compétents pour les endiguer dans leur velléité, quand bien même ils prennent l'argent, ils instrumentalisent les locaux à faible coût pour faire le boulot à leur place. Mais la France, c'est aussi les pères blancs qui sont partiellement liés à la France et qui sont aussi affiliés au Vatican et dans les think tanks comme San et Gédio, etc. Donc tout le monde fait de l'optimisation sous contrainte. L'ONU en fait, l'Europe en fait, il a fallu par lâcher quelques militaires. Mais tout le monde fait de l'optimisation sous contrainte. Donc si les Centrafricains attendent seulement des petits calculs de ratio optimisés avec toutes les contraintes qu'on a, ils n'auront jamais de résultat. C'est aux Centrafricains d'utiliser ces petites optimisations sous contrainte pour créer un effet catalytique qui leur est propre, de leur propre chef. Voilà ma vision de la chose. Alors, on va voir si Bertrand est... Et ce qu'il dit, oui, si je peux dire quelque chose, oui, c'est que... Ce qui s'est passé toujours en Sierra Leone, que c'est une sorte de, je peux dire, de business. Hein. La présence de l'ONU en Sierra Leone, c'est 15 ans. Oui. C'est pas, donc ça a duré, ça perdure. C'est un bon business. Et puis, ce qu'il dit toujours, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce qu'il dit, c'est que finalement, il faut que les Centrafricains se prennent en main eux-mêmes. Il faut que la volonté soit dégagée pour que la décision soit prise. Même active, devienne active. Parce que reprendre en main, mais est-ce que ça peut être même toléré, le fait que le Centrafricain nantisse ses biens pour avoir de l'argent liquide et faire suivre son destin, participer à son destin, bon, il y a des vents contraires. Hein. Oui, il y a des vents contraires. Évidemment. Toute idée commence par la pensée.
Ouais. Et cette idée, justement, j'imagine qu'il y a l'espoir en vous, quand vous en parlez, l'espoir que cette idée soit contagieuse et aille en République démocratique du Congo. On le sait, l'exploitation minière en République démocratique du Congo, elle est aussi faite dans des conditions catastrophiques. C'est aussi une sorte d'extractivisme. On vole aux Congolais leurs biens, Ouais. on exploite, et ce sont des exploite. entreprises américaines ou européennes qui font les bénéfices là-dessus. Donc, j'imagine qu'il y a aussi cette volonté que cette idée-là soit contagieuse à d'autres pays africains et que de plus en plus de pays africains essayent comme vous le disiez, nantir leurs propres biens. La volonté ne suffit pas. La volonté, c'est le début de l'action. La volonté ne suffit pas. Il faut s'organiser quand on a une idée, on se fixe des objectifs, on mobilise les moyens pour y aller. Certains États africains ont commencé à comprendre un peu le phénomène. Donc, il y a des choses qui se font au niveau institutionnel. Par exemple, au niveau de la BAD, il y a des commissions qui se font pour aider ces États à mieux négocier leurs contrats. Mais, vous savez, ces négociations sont difficilement rétroactives parce qu'il y a d'autres composantes diplomatiques, des enjeux, etc. Et il ne suffit pas d'aller négocier des contrats, d'avoir des mécaniques ou des technocrates qui discutent. Tout ça nécessite toute une infrastructure, c'est-à-dire que les Africains doivent se mobiliser, d'avoir une diplomatie, de s'organiser d'abord. On revient toujours à la base, il faut qu'ils organisent mieux leurs États pour pouvoir se projeter de manière avantageuse comme on le voit ailleurs. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il y a de l'espoir parce qu'aujourd'hui, nous espérons, avec la volonté des Centrafricains de bonne volonté, on espère que cela va se catalyser pour créer une force un peu plus imposante et plus convergente. Parce que des vecteurs directeurs qui s'annihilent, on va aller nulle part. Aujourd'hui, ce n'est pas encore très clair. Mais il y a des éléments moteurs qui se battent à tous les niveaux. Et peut-être que d'ici là, il va y avoir une convergence. Parce que la convergence va simplement peut-être venir, je n'en sais rien. Je ne suis pas sorcier ni marabout de Ngakola ou d'autres, ou de telle ou telle religion, etc. La volonté va simplement venir de la survie. Parce qu'aujourd'hui, de quoi parle-t-on? On parle de la survie de 4 millions d'habitants, dont une bonne partie a disparu, qu'ils soient musulmans, catholiques ou je n'en sais rien, et dont les possessions sont convoitées par d'autres forces. Donc on est dans une logique de neutralisation endogène, mais avec des visées des forces qui sont extérieures aussi, qui ont des visées pour leur propre survie. Parce que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et je pense que aussi, au-delà de trouver des solutions aux problèmes centrafricains, il faut que les Centrafricains réfléchissent aussi quelle est leur place dans la géopolitique, dans la géographie de là où ils se situent. Notre rapport avec le Tchad. Le Tchad, c'est un allié. C'est un allié naturel. Et il faut voir que le Tchad est aussi comme la Centrafrique. Il y a des volontés du pouvoir, il y a des composantes tchadiennes, il y a des forces annihilistes, il y a des forces de déstabilisation, etc. Mais il faut qu'on puisse établir une relation équilibrée avec le Tchad parce que l'État tchadien a les mêmes intérêts que l'État centrafricain. Même s'il y a des composantes qui ont besoin de déstabilisation. Parce que si ça se passe très mal en Centrafrique, les choses vont se passer très 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 mal au Tchad. Voilà. Alors, sur la question économique, Sony, oui. Sur la question économique, je voudrais revenir sur un élément sur lequel insiste Philippe. C'est ce que j'appellerais conflit de génération. Je pense plutôt que son dernier développement va dans le bon sens. Il faudrait que les Centrafricains convergent pour que nous puissions nous organiser pour nous en sortir. Effectivement, nous avions eu des compatriotes qui ont été cupides, mais ces compatriotes-là, ce n'est pas parce qu'ils ont été les pères de Philippe ou ce sont ses frères. Moi, je connais des jeunes de génération qui sont aussi corrompus que les anciens et qui sont malheureusement dans le système actuel. Donc, il faudrait que les Centrafricains de bonne volonté, comme ils disent, puissent effectivement converger pour s'organiser et dire que nous devions nous en sortir. Deuxième chose de correct qu'il a dit, c'est que le Tchad est fondamentalement un allié pour la République centrafricaine. Donc, le Tchad, on ne peut pas s'opposer au Tchad. Nous avions des systèmes différents. Il y a un régime aujourd'hui au Tchad qui a des visées, mais les Tchadiens, en règle, le peuple tchadien n'a rien à voir avec le système de Déby.
Donc c'est notre allié naturel. Moi qui vous parle, j'ai vécu en début des indépendances. J'ai commencé mes études fondamentales au Tchad, à Fora Chamboul. Et j'ai des frères qui sont nés là-bas au Tchad. On a des parents qui ont étudié à Koumbra. Mais bien entendu, Koumbra, Moundou, tout ça là. Etc. Il y avait plein de Centrafricains qui travaillaient là-bas. Pour revenir effectivement à la solution, du moins à une solution de sortie de crise, je pense que la première chose que nous devions faire, c'est d'abord que nous nous organisions pour arrêter une orientation, pour voir sur qui nous devons miser aujourd'hui. Et moi, j'ai dit fondamentalement, on en a parlé suffisamment, nous devions miser sur la jeunesse centrafricaine. Vraiment, la jeunesse centrafricaine avec toutes les autres forces aussi. Bien oui, entendu, ça pose le problème de l'intégration des autres forces, des cadets sociaux, voilà. Des jeunes, des femmes. Exactement. Mais avec un plan de migration vers du positif. Voilà. Il faut créer de la valeur positive. Il faut créer de la valeur. Et cette valeur-là, on voit bien que ce n'est pas certaines personnes qui vont la créer. Ils sont déjà estampillés. Quand 40 ans, vous n'avez rien foutu, ce n'est pas 10 ans de plus que vous allez faire autre chose. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Mais oui, je voulais dire, ça n'empêche pas non plus d'envisager, moi, ce que j'appelle une espèce de collaboration. Parce que c'est vrai, la jeunesse revendique beaucoup de choses. On a besoin, non, on a besoin de changement. De toute façon, c'est même plus un changement, c'est carrément une rupture qu'il faut. Mais en même temps, rupture de paradigme. On peut pas, on peut pas non plus arriver en disant, ben c'est la jeunesse, les vieux ont échoué, ils ont lamentablement échoué. C'est souvent ce qu'on leur dit lors des réunions. Maintenant, place à nous autres. On peut peut-être quand même tendre une oreille et les laisser parler un petit peu. Je ne suis pas tout à fait d'accord qu'on les mette au placard. Et non, puis, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Regardez, je vais revenir. Je pense qu'il y a méprise. Vous voyez, je parlais de méthodologie et d'épistémologie. Quand vous voulez faire comprendre quelque chose, il faut que vous modélisez. Donc, il y a la didactique. Le fait de créer des briques pour que les gens voient bien ce qui s'y passe. Mais la réalité du modèle, c'est une convergence pour prendre que des éléments positifs. Mais il faut déjà identifier les éléments déséquilibrants pour pouvoir les monter en capacité. C'est que fondamentalement, il y a bien sûr des jeunes qui sont très corrompus. Mais il y a des phénomènes. En fait, tout ça, c'est des alibis, c'est des phénomènes d'alibi politique. Le début, c'était quoi? Quand on monopolise un pouvoir, on se dit, il y a une contestation. Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de démontrer et de décrédibiliser. Donc, à un certain moment, ces différents pouvoirs et régimes récupéraient des jeunes. Pas en biomasse, mais pour en faire des mauvais alibis. Et quels jeunes y récupéraient? Qui n'avaient aucune fonction en France, ou qui étaient gardiens de ceci, ou etc. Ils n'ont pas pris des gens qui étaient capés, qui ont fait leurs preuves, et ils ne les ont pas pris en masse pour dire venez intégrer, faire une politique, avoir une vision. Et ils ne les intègrent pas dans une vision. Donc il est plus facile de prendre ces mauvais alibis, qui sont en fait des epsilons mathématiques du modèle, pour les montrer en disant oui, voici les jeunes, etc. On a essayé fondamentalement au niveau de Ilondo d'être très élitiste, ça a été très contesté, mais ça a donné des résultats. On a fait des choix d'éligibilité. On a donné des critères qui ont permis aux gens de travailler et de donner, de créer de la valeur ajoutée. Ça veut dire qu'il y a des mécanismes qui permettent de faire ça. Et ces mécaniques, les Centrafricains ne sont pas encore prêts parce qu'ils sont ancrés dans le clanisme, dans l'identité, dans l'ethnie, dans le corporatisme, dans le quotidien, dans la médiocrité, etc. Et cette discours, c'est une question de rupture de paradigme. Il faut que les Centrafricains l'intègrent. Ou sinon, ils vont disparaître et laisser place à d'autres. Mais c'est déjà arrivé, je veux dire, c'est un choix qu'on doit faire aujourd'hui. Alors, on arrive à la fin de l'émission, on est tout proche de la fin de l'émission, il nous reste une dizaine de minutes à passer ensemble, donc je vais vous demander de conclure les uns et les autres. On a le temps, il nous reste 10 minutes pour conclure, mais comme vous êtes 4, que chacun ait le temps de bien dire ce qu'il a le sentiment de ne pas avoir dit jusqu'à maintenant. Alors on va commencer par Sonny Pokomonji, votre... voilà une sorte de réflexion pour conclure cette émission. Qu'est-ce qui, d'après vous, n'a pas été dit et qui aurait dû peut-être être dit avec plus de force? Voilà, qu'est-ce que vous vouliez dire à nos auditeurs pour conclure cette émission aujourd'hui? Je voudrais dire que cette émission est une occasion historique, que les Centrafricains doivent se parler, doivent échanger et doivent parler de leur pays et aimer ce pays.
je crois que nous n'aimons pas suffisamment ce pays-là. Et si nous parlons, si nous dialoguons, nous allons converger, nous allons nous organiser pour pouvoir effectivement nous approprier nos valeurs, pour pouvoir nous approprier nos richesses, afin de pouvoir rebondir. Je crois qu'il faudrait que les Centrafricains, suite à cette crise-là, puissent effectivement rebondir et prendre leur destin en main. Winnie Wango. Oui. Moi, je voudrais d'abord rappeler que il serait temps aussi que dans notre société, là, centrafricaine, on laisse à la femme la place qu'elle mérite. Je pense que les choses commencent à changer un petit peu. Là, on a un gouvernement de 20 personnes officiellement. Il y a quand même 7 femmes et il y a des portefeuilles qui sont pas des petits portefeuilles, c'est déjà une bonne chose. Mais je parle de la position de la femme dans la société centrafricaine parce que je trouve qu'on est resté trop longtemps dans l'arrière-cour. Moi, s'il n'y avait pas eu les événements là qui ont vraiment commencé en décembre 2012 pour moi, hein, j'avais dans l'idée en fait de me rapprocher des femmes centrafricaines et de leur demander de se réveiller, de s'impliquer davantage, en tout cas dans la vie politique centrafricaine, parce que j'avais remarqué effectivement que dans les réseaux sociaux, j'étais quasiment la seule à dialoguer avec les hommes quand il y avait des sujets politiques à évoquer. Donc c'est un appel aussi, hein, je pense que j'ai envie de lancer pour dire on met les enfants au monde, la jeunesse c'est l'avenir du pays, on a un travail énorme à faire, on ne doit pas se contenter non plus de l'éducation des enfants, on les éduque, mais il faut aussi qu'on s'implique parce que comme les vieux qui ont lamentablement échoué pendant 50 ans, et ben, Par action et nous par inaction, parce qu'on a aussi contribué. Les hommes aussi, on les a laissés aux commandes pendant des décennies. Les résultats ne sont pas très probants non plus, et je pense que il faut effectivement qu'il y ait vraiment une véritable collaboration entre les générations, les genres, les générations, mais les genres ethnies, les aussi. clans, les régions. Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment amorcer. Il faut qu'on travaille là-dessus parce que même au niveau de l'Afrique, hein, je vous parlais tout à l'heure de l'ONG Africa Femmes Performantes, au niveau de l'Afrique, les femmes commencent déjà à se mobiliser, à faire des choses. Et j'aimerais vraiment que la Centrafricaine se réveille et prenne son destin en main. Et voilà. Oui, sur la place des femmes en Afrique, on a encore un peu de temps. J'aurais aimé dire quelque chose, même si on n'a pas le temps de développer autant qu'il le faudrait, sur un phénomène terrible qui est porté à l'attention des médias, qui existe depuis longtemps, mais qui est porté à l'attention des médias récemment. C'est le viol systématique des femmes en temps de guerre et le viol comme arme de guerre. Elles sont utilisées comme des armes de guerre. Et le 22 mars, là, on a fait à Paris une conférence sur ce thème-là. Et c'est vrai que c'était atroce parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas seulement en Centrafrique ou en RDC. Il y a des pays comme le Sri Lanka où ça se passe aussi, mais c'est quelque chose de terrible. Et il faut vraiment, effectivement, que l'opinion publique se réveille et mette fin à ça. Parce que c'est quelque chose de vraiment immonde. Les hommes font la guerre. Les hommes décident des guerres, parce que ça, il faut le dire, et ce sont encore les femmes et les enfants qui trinquent. Et ouais, il faut à un moment donné... Et c'est un sujet qui mériterait une émission de 5 heures à lui tout seul. Oui, tout à fait. Et on organisera peut-être une émission à ce sujet, ce serait très intéressant. Et justement, c'est assez étonnant, parce que moi, je me suis un petit peu renseignée, je me suis rendu compte qu'il y avait une résolution de l'ONU, je ne me rappelle plus le numéro, je crois. Bon, il y a une résolution et beaucoup de pays ont signé et ils s'engageaient en fait en temps de guerre à protéger en premier les hommes, les enfants et les femmes. Et il se trouve que notre pays aussi a signé cette résolution, mais malheureusement, concrètement, on voit que les mines d'or sont plus facilement protégées que les femmes et les enfants, malheureusement. C'est ça qui est tout à fait tragique. C'est assez terrible. Eh bien, on organisera peut-être une émission à ce sujet, vraiment, je le répète, mais c'est important et il faut en parler. Et c'est un sujet qui est malheureusement trop discret dans les médias occidentaux, en tout cas. Philippe Longoula, je vous laisse le mot de conclusion maintenant et on écoutera Alain Seigneur qui conclura l'émission. Comme c'est lui qui est à l'initiative de cette émission, on lui laissera le mot de la fin. Comme ça. Je pense qu'on n'a pas parlé d'un sujet, c'est le point culminant, c'est le gouvernement actuel. Parce qu'on n'a pas parlé, on a parlé de l'appareillage, etc., de ses faiblesses, des mécaniciens, de ceux qui ont préparé l'avion, on fait les castings, des trucs, etc. On n'a pas parlé des pilotes. C'est un peu dommage, on risque de nous le reprocher fortement.
Donc on a un gouvernement actuel qui a débuté avec ses choix. On nous a parlé de technocratie, mais ce gouvernement a une image très positive à l'extérieur, une image très négative à l'intérieur. Et ça tarde à voir les résultats. Ça veut dire en 2 semaines, ce gouvernement a perdu crédibilité. Donc il y a des choses à dire sur ce gouvernement, mais on n'a pas le temps, on ne va pas s'y attarder. Mais je crois qu'il importe à ce gouvernement qui n'a plus de prise sur des réalités, mais la situation est difficile, il faut le concevoir, au-delà des capacités des uns et des autres, et des faiblesses, parce que ce gouvernement a aussi... il y a des choix qui sont très contestés, des choix, des ressources. Je pense que ce gouvernement aurait pu faire un recrutement plus élargi, avec plutôt des processus du type appel à candidature, parce qu'on a besoin de la convergence de toutes les forces de ce pays. Il n'est pas encore trop tard pour changer de braquet. Par ailleurs, ce gouvernement, il faut qu'il communique un peu plus, parce qu'on ne sait pas très bien entre les ministres de l'économie qui ne citent jamais de chiffres, etc., ou des communicants qui ne communiquent qu'avec des journalistes. Je pense que ce gouvernement doit communiquer à l'adresse du peuple. On a un peu du mal à avoir ces éléments d'information. Par ailleurs, ce gouvernement doit aussi gérer ses relations avec l'extérieur. On a des ONG. On a donné 500 millions à la Centrafrique. Pour nous, par rapport à nos positions, on sait comment ces 500 millions sont utilisés. Il y a des ONG. Ce gouvernement n'est pas capable de donner une lisibilité, ne fût-ce qu'avoir des informations. Et de manière anecdotique, vous comprendrez que dans ce pays, quand on donne de l'argent en Centrafrique, c'est ceux qui donnent de l'argent qui en parlent. C'est-à-dire que l'autorité centrafricaine qui reçoit l'argent n'arrive pas à l'aéroport, on dit j'ai reçu l'argent, voilà l'allocation, et on ne fait pas de suivi d'allocation. Il n'y a pas de suivi dans ce pays, il n'y a pas de suivi de sécurité, il n'y a pas d'indicateurs, etc. Donc on nous a mis des technocrates qui sont incapables de sortir un reporting Excel. Donc c'est pas trop de l'arrogance que de poser des questions pour avoir des outputs ou même de la visibilité sur les inputs qui permet d'aller de l'avant. On sait que ce gouvernement n'a pas de prise sur la réalité, c'est difficile. Il n'a pas de moyens, l'armée, etc. On a parlé des États, les moyens dont on a parlé. Mais il importe aujourd'hui à ce gouvernement, je pense, que de faire une ouverture, de faire un appel à candidature. Il y a des Centrafricains qui sont prêts, même de manière bénévole, à contribuer. Cet appel à candidature permettra de faire des ouvertures conséquentes sur des compétences. Ça permettra déjà d'apaiser des tensions ou des dissensions ou des stigmatisations ou ethniques ou claniques ou etc. Et ces confusions contribuent toujours à ce qu'on avait appelé, vous avez vu ce que je disais au début, ce rabibochage structurel. Et on était au début, il nous disait que si on partait toujours sur du rabibotage, on risque d'avoir des patchworks de pauvres. Et il s'avère qu'on est dans cette situation. Il faut que les Centrafricains soient élitistes et se projettent dans l'avenir avec une autre vision. Et cette incapacité, c'est un peu fort, structurelle, qui en fait n'est pas structurelle. Ce n'est qu'un habitus. À force de répéter la médiocrité, on croit qu'on est structurellement médiocre. Non, c'est faux. Il faut une rupture de paradigme pour sortir de là. Il y a des propositions, il y a des voies, il y a des gens capables de le faire. Et je pense qu'il importe aujourd'hui à ce gouvernement de faire sa part, à la population centrafricaine de faire sa part, à tous les Centrafricains de contribuer avec une rupture de paradigme d'abord dans la tête et dans l'action. Voilà ce que je voulais dire. Et espérons que les événements actuels soient un mal pour un bien et que ce changement de paradigme puisse émerger, même s'il y a beaucoup de violence aujourd'hui. Si ça amène à quelque chose, à un changement de paradigme, comme vous l'évoquiez, ça pourrait être... Je donne une dernière information. Hier, cette information, vous pouvez encore vérifier, les généraux de la Séléka ont décidé, enfin ils ont fait une publication, comme quoi ils voulaient discuter avec les anti-Balaka, qui sont prêts à tout pour discuter avec les anti-Balaka. Donc c'est déjà un changement de paradigme, même à Séléka. Mais ce n'est pas au Séléka de piloter une discussion avec les anti-Balaka. Ils ont quelle autorité? Il faut que ce gouvernement saisisse de cette opportunité, avec des gens illuminés, qui ont des perspectives, qui connaissent comment mener ce type de négociation, pour arriver à un apaisement et pour qu'on passe à autre chose. Voilà. Parce que tout le monde en a plus que
par-dessus la tête, etc. Je pense que c'est une occasion. Et en fait, vous voyez, il y a des petits changements qui commencent à s'opérer, mais il faut catalyser ces changements pour en faire des valeurs ajoutées positives pour toute la population centrafricaine, pour l'Afrique et pour le monde. Parce que le monde perd de l'argent en mettant l'armée. Peut-être que les gens qui y sont ont eu un intérêt à ce que ça continue, mais il faut que tout cela cesse. Merci. Merci beaucoup. Alain Seigneur, comme c'est vous qui êtes à l'origine, à l'initiative de cette émission, je vous laisse le mot de la fin. D'accord. Bon, je voulais d'abord vous remercier au nom de mes amis et au nom des Centrafricains de nous avoir donné la parole si librement et si longtemps, parce que c'est bien la première fois que ça arrive. Hein. Et puis même plus, ça nous a mis l'eau à la bouche, parce que Winnie propose une émission sur le rôle des femmes en Centrafrique qu'on pourrait étendre à l'intégration des femmes et des jeunes. Hein, parce que les femmes en Centrafrique ont été des mères courage depuis des années, c'est-à-dire élevant leurs enfants, faisant le petit commerce, comme dans Bertolt Brecht, hein, pour arriver à faire survivre les gens. Et puis il y a une dimension qu'on n'a pas non plus tellement abordée, c'est la dimension de justice sociale, parce que moi je crois qu'elle est mère de tous les problèmes. Hein. Donc tous ces problèmes d'impunité, de corruption, d'inégalité, qui poussent à la débrouillardise, au pillage, tout ça c'est très mauvais. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Oui, Bien, merci. Grand merci. Merci à tous les quatre. Et à bientôt. Et à bientôt. C'est exactement ce que je veux dire. Merci. Et à bientôt. C'était la première d'une longue série, je l'espère. En tout cas, on refera des émissions ensemble, peut-être pas tous les quatre, mais voilà, on verra comment on s'arrange, comment on fait ça avec peut-être d'autres invités. On en parlera. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence aujourd'hui et de vos interventions très pertinentes et vraiment passionnantes. Et je vous dis donc à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci à tous. Thanks forever. Merci. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95.2 FM et sur internet ici et maintenant.com. Passez une très belle soirée. Bonjour à tous. Vous aimez Radio Ici et Maintenant? Vous appréciez sa liberté de ton, ses invités, ses émissions. Et vous aimez encore plus écouter Radio Ici et Maintenant sans être interrompu par des publicités incitatives. RIM a innové par Internet, par son site de vidéo, rimlife.com, qui vous permet de voir et revoir nos émissions. D'énormes avancées pour que RIM reste à la pointe sans jamais perdre son âme. Et qu'elle soit toujours présente, de la même manière, à côté de vous. Avancez, tirez vers le haut, en apprendre plus chaque jour avec des invités peu médiatisés. Vous pouvez participer. Aider Radio Ici et Maintenant de différentes manières. En achetant nos émissions sur le site rimcast.fr. En faisant un don, même très modeste, via le bouton PayPal sur le site ici et maintenant.com. Ou tout simplement en envoyant un chèque à l'ordre de Radio Ici et Maintenant, 8 bis rue Violet, 75 015, Paris. Ce n'est pas un appel à l'aide, c'est pour vous inciter à participer et à contribuer à la vie de la radio.